Salut les amis, bienvenue dans le Training Therapy Podcast, un podcast destiné à tous ceux qui ont soif d'apprendre et de se développer à travers des réflexions et des parcours inspirants. Je m'appelle Thomas, je suis kinésithérapeute et préparateur physique et je suis quelqu'un de passionné par le travail et par tout le développement personnel et physique lié à ce travail, que ce soit dans le sport ou dans l'entrepreneuriat. Dans ce podcast, je vous partagerai mes réflexions autour du sport, du travail et de l'entrepreneuriat, mais j'interviewerai aussi des acteurs du milieu sportif et du milieu de la santé qui auront des expériences pertinentes à vous partager. Je vous laisse découvrir le podcast du jour et je vous souhaite une excellente écoute. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. C'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour ce nouveau podcast. Aujourd'hui, une interview, un échange plutôt avec Clément. Clément, merci d'être là. Je te laisse te présenter rapidement parce que tu vas mieux te présenter que je ne vais te présenter. Donc, je te laisse te présenter. Tu as tout ton temps. Prends ton temps pour bien expliquer qui tu es et ce que tu fais actuellement et ce vers quoi tu tends, même si on va en discuter dans le podcast longuement parce que ça va être très, très intéressant, les amis. Ça va pas mal vous inspirer, je pense, que vous fassiez du sport ou non d'ailleurs. Salut, merci à toi de m'inviter, de me donner la parole. C'est sympa. Je pense que le podcast va être très intéressant au vu de la présentation que tu en avais fait sur ton truc seul. Donc, je m'appelle Clément Boudin. Je suis compétiteur et coach en force athlétique. Euh, Globalement, niveau coaching, je suis plutôt spécialisé dans tout ce qui est prise de force au sens large. Et du coup, je suis athlète en force athlétique. J'ai été champion de France en 2019 et je pratique depuis la force depuis une bonne dizaine d'années et la musculation au sens large depuis 13 ou 14 ans. Euh, à la base, je viens du judo, je suis judoka. Et en fait, quand j'ai eu 18 ans, je me suis mis à la musculation pour changer de catégorie de poids. En fait, j'étais à la limite. Tu connais ça, tu sais, je faisais les KT, ma KT c'était moins de 73, je faisais 68, 69 kilos. Oh, Et trop du léger là. coup, ouais, et du coup, ouais, je faisais la même taille. Et à ce moment-là, je voulais remplir du coup la catégorie des 73 kilos parce que ça me semblait être une bonne KT pour moi, tu vois. Et aujourd'hui, j'en fais 20 de plus, mais un peu plus. Et du coup, ouais, donc c'est comme ça que j'ai commencé la musculation. Et très vite, ce qui m'a intéressé, bah, c'est l'aspect développement de la force, en fait, faire progresser les barres. Je me suis vite pris au jeu de la progression. Et puis, bah, de fil en aiguille, j'ai découvert l'haltérophilie, la force athlétique. Et j'ai bifurqué là-dessus parce que bah, ça m'a tout de suite intéressé, quoi. Alors, pour ceux qui ne sont pas forcément connaisseurs là-dedans, c'est quoi la force athlétique? Nous, on est un petit peu éduqués à ça parce que bon, c'est notre milieu, évidemment. Mais comment tu pourrais décrire la force athlétique? À quoi ça correspond? Parce qu'il y a pas mal de gens qui ne sont pas dans ce milieu, qui confondent ça avec l'haltéro. Comment Ouais. tu t'expliquerais les choses? La force athlétique, donc c'est un petit peu le même principe que l'haltérophilie, à savoir ça va être de lever la charge la plus lourde possible. Par contre, ça va pas être les mêmes mouvements. À savoir l'haltérophilie, c'est arracher pour les jeter. Or, en force athlétique, ça va être le squat, le développé couché et le soulevé de terre. Donc, on a 3 essais pour faire la barre la plus lourde possible au squat. On retient la meilleure validée. 3 essais pour faire la barre la plus lourde possible au développé couché. On retient le meilleur essai validé. Et 3 essais pour faire la barre la plus lourde possible au soulevé de terre. On retient le meilleur essai. On cumule le total des trois meilleurs essais donc, sur chacun des mouvements. Et ça donne un total. Et en fait, à la fin de la compétition, bah, celui qui a le plus gros total a gagné. Donc, c'est un sport à catégorie de poids. Moi, je suis champion de France dans la catégorie des moins de 93 kilos. Et voilà. Et t'es au poids tout le temps ou tu fais des cuts avant ou pas? Non, moi, je fais des cuts, c'est-à-dire, alors, parce que moi, la KT, j'ai toujours tiré en 93 en fait. Donc, ça fait très, très longtemps. J'ai toujours été un petit peu au-dessus, donc avant plutôt vers 94, 95 et maintenant plutôt vers 97, 98 sur le hors-saison. Euh, à l'approche de la compète, je descends un tout petit peu aux alentours de 96 à peu près. Et en fait, pour les 3 kilos qui restent, je fais ce qu'on appelle un water cut. Donc, c'est-à-dire que je joue sur la déshydratation. Je joue sur la déshydratation pour perdre ce poids-là. Et en fait, au moment de la compétition,
C'est ma machine à café qui se vidange, ça va s'arrêter. Pour qu'au moment de la compétition, pour qu'au moment de la compétition, enfin, au moment de la pesée, je sois à 93, je me réhydrate, je me recharge, etc. Et comme on a 2 heures entre la pesée et le début de la compétition, ça me permet d'être le plus lourd possible sous les barres et en fait, sous la barre, d'être plutôt à 95, ce qui est une aide énorme en fait, plutôt que d'être à 80, 92 et des bananes, 93. Ça, évidemment, pour ceux qui n'ont jamais fait de sport à catégorie de poids, c'est quelque chose qui est très difficile à gérer. On en reviendra là-dessus, on repassera sur ces pertes de poids, ces prises de poids qui ne sont pas forcément faciles, qui se maîtrisent avec l'expérience. Pour toute ma vie, avoir fait Ouais, ben, des sèches de l'extrême pour le judo. Le pire ouais. que j'ai fait, moi, j'ai fait 7 kills en 5 jours. Ouais. Et Mais tu vois, j'étais minime. Donc, tu vois, la connerie quand même, minime, je devais avoir, je sais c'est pas, ça. je dis 13 ans, c'est C'est ce que complètement j'allais dire. fou. C'est complètement fou. C'est ce que j'allais dire. Moi, tu vois, bon, je pareil, je viens du judo, on a le même, enfin, à la base, le même sport. J'ai toujours dû gérer mon poids. Par contre, j'ai jamais fait des cuts de l'extrême comme ça, parce que enfin, ça a jamais été trop, j'ai jamais eu trop besoin de le faire, et puis j'ai jamais trop voulu le faire, et j'avais conscience assez vite que c'était vraiment débile. Euh, et moi, le regard que j'ai, parce que j'ai bossé dans un, enfin, je m'entraînais un peu au Pôle Espoir à Limoges quand j'étais adulte, quand j'étais plus vieux, je m'entraînais avec les jeunes, et en fait, il y en avait beaucoup qui faisaient des gros cuts et tout, très jeunes, mais en fait, n'importe comment, avec très peu d'encadrement. Euh, et des fois, même le staff savait même pas trop à combien ils étaient. Le suivi là-dessus était pas forcément encadré, et c'est dommage. Et en fait, tu as beaucoup de gamins qui ont fait vraiment, bah, comme toi, tu vois, 7 kilos quand tu es minime, c'est une aberration totale. C'est-à-dire que rien ne justifie pour un gamin de 12 13 ans de perdre 7 kilos. Surtout que c'est fait n'importe comment. Alors, tu vois, moi, la justification, c'était que c'était une compète par équipe et que j'étais le seul à être à la caté dans l'équipe. Donc, il fallait absolument que je sois là, sinon on avait un forfait. Mais évidemment, ce n'était pas surveillé. Ce n'était pas la faute des coachs, etc. C'est un peu le système sport de combat qui est comme ça, qui est très roots, on va dire, très vas-y, tu fais le taf et puis voilà, ça te fait travailler ton mental, c'est sûr. C'est pas du tout intelligent. Si je réfléchis à ça maintenant, je trouve que c'est complètement débile. Et je pense que tout ça, ça crée des adaptations un petit peu mauvaises dans le sens où aujourd'hui, moi, je suis quelqu'un qui prend du poids très facilement mais qui peut perdre du poids très très vite aussi si je me mets la déterre à le faire. Je ferai un podcast à ce sujet d'ailleurs, que à ce sujet-là où je parlerai tout seul de toutes ces pertes de poids et tout ce que ça engendre. Mais vraiment, le yo-yo est assez extrême. Tu le sais, quand tu cuts à fond, encore une fois, je prends l'exemple des 7 kilos en 5 jours, c'est carrément extrême, je ne mangeais plus. Ouais, Le soir surtout, de la compète, tu as tout repris en fait. ouais, je sais pas combien tu pesais à ce moment-là, mais 7 kilos sur un gamin tu devais peut-être faire 40 45 kilos, peut-être 50 maximum. Non, 7 kilos, j'étais déjà plus lourd. C'était 10% de mon poids de corps à peu près. ouais, mais 10% en 5 jours, c'est monstrueux en fait. Ouais, c'est énorme, c'est énorme. Et c'est des ratios qui sont démentiels. Et il faut voir en pourcentage, tu vois, parce que moi, là, je dis 3 kilos de 96. Finalement, allez, c'est 3,5%. C'est beaucoup sans être beaucoup, en fait. C'est pas non plus grand-chose. Mais moi, je me rends vraiment compte au niveau de l'état de forme. Si je vais au-delà de 2,5, 3, j'ai pas le temps de bien me réhydrater. Et en termes de forme, je suis très mauvais, quoi. Donc, Ah, mais ça, c'est c'est sûr. bien de faire des cuts. C'est bien de faire des cuts, mais il faut savoir gérer son cut et pas aller dans un truc trop extrême parce que si c'est pour arriver livide sous la barre, ça m'est déjà arrivé à une compétition, euh, un stage de sélection où bah, je suis arrivé, j'avais perdu trop de poids et tout, j'avais voulu prendre des risques là-dessus et je suis arrivé, j'étais complètement vidé. Et j'ai fait une des plus mauvaises compètes de ma vie et à l'heure actuelle, c'est encore ma pire expérience sportive. Bah, c'est là où on voit que la nutrition affecte excessivement la Mm. performance et ton état de forme. C'est ton fuel. Donc, clairement, c'est très intéressant tout ça. On va y revenir tout à l'heure. Donc, pour recontextualiser un peu les choses, Clément et moi, on s'est jamais rencontrés. On s'est rencontrés sur les réseaux. Ça ne saurait tarder. On va se rencontrer en vrai, c'est sûr, parce qu'on fait partie du même staff pour Viking maintenant. Moi, je te suis depuis quelques mois, voire quelques années, suite à des podcasts de Rudy ou des vidéos avec Jocelyn, je ne sais plus. Peut-être que c'était peut-être un podcast avec Rudy, je pense plutôt que c'était ça. Donc, merci à eux Peut-être de que m'avoir fait découvrir ce que tu fais. Tu es quelqu'un qui transmet beaucoup de good vibes autour de ton sport, qui n'est pas le sport le plus sexy du monde. Je suis désolé, hein, c'est pas méchant, mais la force athlétique, c'est pas le truc qui fait rêver tout le monde parce que c'est un sport où il y a beaucoup de travail de l'ombre
Faire des grosses barres et les mettre sur Instagram, c'est sympathique, mais il n'y a pas que ça, comme dans tous les sports, évidemment. Et c'est un sport qui est très individuel, comme beaucoup de sports en réalité, mais qui est très, très individuel et qui, du coup, se base vraiment sur ta rigueur, ton travail, ta détermination sur le long terme, parce que tu ne prends pas 10 kilos sur ta barre en 2 semaines, c'est pas possible, sauf si tu es très, très mauvais, mais c'est une autre question, ou si tu es très, très débutant. C'est pour ça vraiment que je voulais qu'on discute de ça aujourd'hui, de tout ce qui t'anime en fait dans ton parcours sportif, qui est en train de devenir ton parcours professionnel, si je ne m'abuse, qui est en train de tout ça se croise maintenant. Euh, Comment tu t'es dit vraiment, à partir de quel moment tu t'es dit, je vais faire de la force athlétique mon sport principal et je veux faire de la compétition à haut niveau, aller aux France, peut-être aller plus loin, etc., faire des grosses barres, vraiment me donner les moyens d'exprimer mon plein potentiel dans ce sport-là. Bah, en fait, j'ai commencé la musculation à la base pour prendre du poids, en me disant, j'en avais jamais fait, mais en me disant, ah, ça va me faire chier de faire de la muscu. Et, euh, et en fait, j'ai découvert la musculation et ça m'a pas du tout fait chier, j'ai tout de suite adoré ça. Au point, en fait, ce que j'aime dans la force athlétique et dans la musculation au sens large, mais vraiment dans la force athlétique, c'est vraiment présent, c'est la rigueur et la discipline, en fait. C'est-à-dire que, comme tu l'as dit, tu peux pas te cacher. C'est-à-dire que quand tu fais un sport d'équipe, je sais pas, moi, tu joues au hand, tu joues au foot, machin, si un jour où tu es un peu moins bien, tu peux te cacher derrière les autres. Ils peuvent pallier deux, trois absences de ta part. Si tu perds, tu peux te cacher derrière les autres et tu peux te dire, bah, on a perdu parce que machin, il a fait ci, ou bidule, il a fait ça, ou etc. Tu vois. Dans un sport individuel et encore plus en force athlétique, tu n'as aucun moyen de te cacher dans la mesure où tu es tout seul et la barre, c'est toujours la même. Tu vois, c'est-à-dire que bah, une barre qui fait 300 kilos, elle fait 300 kilos toute l'année, toute la vie et c'est totalement intemporel. Et c'est vraiment la photographie de ton état de forme à un moment donné qui est vraiment intéressante. Et ce qui est important, c'est la discipline parce que si pendant une semaine, tu t'entraînes pas, la perte, elle est énorme, tu vois. Sur un sport très technique, tu vois, on vient du judo. Si pendant une semaine, tu t'entraînes pas, bon, bah, tu vas tirer la langue pendant deux, trois jours sur les premiers entraînements et après, ça va aller parce que techniquement, tu vas pouvoir pallier des petites erreurs, tu vas pouvoir faire des trucs. Et si le mec en face de toi, il est peut-être un peu moins bon, tu es un peu plus technique et tout, même si tu t'entraînes peu ou pas, tu vas pouvoir faire la différence. Tu vas pouvoir le battre quand même. En force, si tu t'entraînes peu ou pas, eh ben, tes barres, elles dégringolent. Tu vas maintenir un niveau minimal, mais ça va s'écrouler. Et en fait, ce côté-là, moi, c'est vraiment quelque chose que j'adore parce qu'il n'y a vraiment pas moyen de se mentir. Et ça, je trouve que c'est vraiment intéressant. Euh, et hop, je coupe ça. Et ça, c'est vraiment intéressant et c'est vraiment ce qui me plaît dans cette discipline. C'est intéressant ce que tu as dit, que les compétitions, etc., c'est une photo de ton état de forme à un moment donné. Ça, c'est extrêmement intéressant. Je fais tout de suite le lien avec les sports de combat. Quand tu arrives à ta compète, tu as 3 essais sur tes barres. Je ne sais pas comment ça se passe. C'est quoi le premier truc que vous passez? Les squats, développé couché, soulevé de terre. Toujours Ok. dans cet ordre-là. Tu arrives, t'es pas dedans. T'es pas dedans, pourtant tu t'es bien préparé, etc. C'est comme quand tu arrives à ton premier combat, ça fait, je sais pas, je dis n'importe quoi, tu arrives au championnat de France en judo, premier combat, t'es pas dedans, tu perds, terminé, tu rentres chez toi. Terminé, tu t'es préparé pendant un an, tu t'es pris une boîte directe, c'est terminé. Le fruit de tes efforts n'a pas payé, tu n'as pas le droit à un autre essai. Tu vois, dans les sports de combat, On l'a c'est tous, vraiment on l'a tous vécu au judo, ça. Et ça, je me on l'a souviens tous d'une vécu. fois, ouais, je me souviens d'une fois, mon père, c'était la première fois que mon père, il m'emmenait à une compétition. Il m'emmène Ça, c'est dur. C'est 4 quand il y a des gens qui te 4 regardent heures, de ta famille, c'est dur, c'est dur. 4 heures de route et tout. Je me souviens, on va à Orléans et premier tour, je perds en 8 ou 9 secondes. Je prends une boîte de l'espace. Le mec, il perd derrière. Je suis pas repêché. Et voilà, donc on a fait 4 heures aller, 4 heures retour pour que je prenne une boîte en 8 ou 9 secondes. Et j'ai un souvenir avec ça. Donc ça, je l'avais vécu. Et pas longtemps après, il y avait les jeux, ça doit être les jeux de 2004, je crois. Et tu as Frédéric Jossinet, il lui arrive la même chose au jeu. Elle prend une boîte en 10 secondes et elle passe au plateau. Et il y a Gérard Rolls qui lui dit donc vous avez perdu en 10 secondes et tout, nanana, nanana. Et il lui dit racontez-nous les 10 secondes de vos jeux. Et là,
un gros plan sur Frédéric Jossinet et limite, elle s'est mise à pleurer en fait, tellement c'était violent la phrase qu'il lui avait donnée. C'est le côté, bah, je me suis préparé toute ma vie, pendant 4 ans et tout pour ça, et pour en fait bah, vraiment perdre en 10 secondes. Et c'est vrai que ça, dans le sport, surtout dans les sports individuels, c'est des choses qui peuvent vraiment arriver, et c'est très compliqué à gérer ça. Plus dans les sports de combat que en force, parce que tu peux toujours te rattraper en force. Tu peux te rattraper, mais ça reste quand même un truc où tu n'as pas non plus 10 000 essais. D'extérieur, hein, moi, j'en fais pas, donc Ouais. je peux pas te dire. Ah, Mais est-ce que ce genre tu vois, de défaite, c'est obligé que ça, si tu as fait des sports de combat, c'est obligé que ça t'arrive. Si vous nous écoutez ah et que ouais. vous avez déjà fait des sports de combat, vous connaissez très bien cette sensation. C'est un mix entre de la honte, de la tristesse, du désespoir. C'est très Exactement. compliqué à décrire. Et je pense que c'est des choses qui nous forgent et qui nous donnent les moyens de rebondir ou pas. Il y en a qui commencent. Il y a beaucoup de gens qui font du judo en France, hein. Il y a énormément d'enfants qui font du judo. Il y a énormément C'est d'enfants qui quasiment arrêtent parce que un million de ouais, Français c'est un quasiment. truc de fou. Je pense que dès qu'on commence la compétition dans les sports de combat et qu'on n'est pas prêt mentalement à assumer l'échec, on arrête très vite. Et c'est peut-être pour ça que les gens n'en font pas longtemps, parce que l'échec fait partie de l'apprentissage, heureusement. C'est obligatoire. Mais l'échec dans ces sports-là, il est dur mentalement. Il est vraiment dur. Est-ce que tu penses que ça te forge? Est-ce que ça t'a donné des forces pour voir les choses sur le long terme et aujourd'hui garder cette rigueur et te dire que forcément, il n'y aura pas que des hauts, quoi. C'est sûr que moi, je pense que ce genre de moment, les bas, tu vois, c'est ça qui te fait apprécier les hauts. C'est-à-dire que quand tu te sens vraiment pas bien, on en reparlera un peu plus tard, mais j'avais une assez grave blessure qui m'avait vraiment beaucoup embêté. Euh, le moment, et ça c'est vraiment la galère, tu vois, et le moment en fait où tu as réussi à surmonter ça et où tu en reviens, eh ben, ça donne encore plus de plaisir et de bonheur à ta réussite parce que sans échec, t'as pas de bonheur à la réussite. Si tu fais que réussir tout le temps, bah, il n'y a pas de plaisir à la réussite. Ce qui fait que la réussite elle est agréable, c'est d'avoir échoué avant. Et c'est sûr que ça te forge le caractère, ça te permet d'être un peu plus résilient. Et je pense que sans résilience, il n'y a pas de succès. C'est un invariant, je pense, de tous les sportifs, de toutes les personnes qui ont réussi, même dans l'entrepreneuriat, dans la vie, dans n'importe quoi. Parce que des échecs, on en a tous, et les gens qui abandonnent au premier échec, voilà, ils s'en vont. Tu vois, moi, j'en ai parlé il n'y a pas trop longtemps sur Instagram, sur mon Instagram. Si on revient il y a 6 7 ans, quand j'ai commencé les compètes, j'étais loin d'être le plus fort. Il y en a beaucoup qui étaient plus forts que moi, mais par contre, je suis passé devant énormément de ces personnes qui étaient devant moi, soit parce qu'ils ont arrêté, soit parce qu'ils ne se sont pas entraînés aussi dur, soit parce qu'ils n'ont pas été aussi rigoureux, etc. Et j'ai pu rattraper dans une certaine mesure ce manque de talent par le travail, tu vois. Et aujourd'hui, je me fais passer devant par des gens qui sont plus jeunes, etc., qui ont peut-être plus de talent, ou qui s'entraînent mieux, ou qui s'entraînent plus dur, ou j'en sais rien, qui sont meilleurs que moi. Euh, à l'instant T, ils sont peut-être meilleurs, mais je sais que je vais continuer de travailler, que je vais continuer d'être un peu résilient et que à un moment donné, cet écart, il va se réduire et que je vais pouvoir leur repasser devant. Ça, c'est extrêmement intéressant ce que tu as dit, ce principe de résilience-là. Justement, est-ce que tu avais des prédispositions? Est-ce que tu étais très bon au départ? Par exemple, c'était quoi tes barres quand tu as commencé? Tu t'es dit, j'ai un gros potentiel pour la force ou tu t'es dit, non, la force, c'est stylé et je veux faire ça et je vais travailler pour faire les perfs que tu fais Ah, aujourd'hui? Je sais pas combien tu as à chaque mouvement, donc j'oserais pas dire de conneries. Je te laisse le dire, mais à combien tu es parti bah, au départ et qu'est-ce que tu as atteint aujourd'hui? euh, actuellement, au squat, donc ma meilleure barre, c'est 260 au squat en compétition. Euh, comme je suis parti d'assez loin parce qu'au squat, je n'étais pas très, très favorisé. Disons que assez vite, j'ai fait 100-110 au squat. Et après, il a fallu travailler quand même beaucoup pour franchir ça. Pour donner un ordre d'idée, quand j'ai commencé la compétition à mon premier championnat de France, j'ai fait 205 au squat, à mon premier championnat de France. Et là, maintenant, je fais 260 depuis 2 ans à peu près. Ça fait 2 ans que mon squat il stagne à peu près à 260. Donc, tu vois, 2 ans 2 années de stagnation. Euh, France 2019, je fais 260. France 2020, ça n'a pas eu lieu. France 2021, je fais 260 à nouveau. Au championnat d'Europe de l'Ouest, je fais 257,5, donc un tout petit peu moins. Tu vois, je suis dans ces eaux-là depuis un peu plus de 2 ans, depuis presque 3 ans en fait.
Au développé couché, mon record, c'est 190. Mon premier championnat de France, j'avais dû faire 165. Euh, quand j'ai commencé la musculation, au coucher, j'avais des facilités. C'est-à-dire que j'ai fait quand j'ai commencé la musculation, je faisais 68-69 kilos de poids de corps. La première fois que j'ai fait du coucher, j'ai dû faire 70 ou 75. Donc, un peu plus que mon poids de corps à l'époque, ce qui est pas mal en fait quand tu commences. Au coucher, j'avais des facilités. Et au soulevé de terre, ma meilleure barre, c'est 290 validé, mais j'ai déjà fait 297,5. Et là, pareil, la première fois que j'en ai fait, je devais faire 160. Non, moins que ça, je devais faire 140 la première fois que j'en ai fait. Et je suis vite monté à 200 assez rapidement. Est-ce que tu as un attrait particulier pour les chiffres du style le 300 kilos soulevé de terre? Est-ce que c'est un goal complètement Ouais. incroyable ou pas? Ou tu t'en fous des chiffres et tu veux juste progresser? Non, je veux progresser. Après, c'est sûr qu'il y a des petits gaps comme ça. La première fois que j'ai fait 250 au squat, je m'en souviens encore, c'était beau, tu vois. C'était un gros moment pour moi. Parce qu'en plus, la première fois que j'ai fait 250 au squat, c'est la première fois que j'ai fait 700 de total. Et à ce moment-là, faire 700 de total, c'était pas mal quand même. Maintenant, il y en a beaucoup plus. Ça s'est démocratisé, il y a beaucoup plus de gens qui le font. Euh, 200 au coucher et 300 au soulevé de terre, c'est des petits gaps quand même. Euh, Après, je suis pas hanté par ça parce que tu vois, au championnat de France, par exemple, il me fallait 297 pour la place. J'ai pas tiré sur 300 kilos, j'ai tiré sur 297,5. Alors que tu peux te dire c'est la même chose. Mais donc non, je suis plutôt. Enfin, c'est des chiffres qui sont symboliques et c'est vrai que bah, c'est bien de les avoir faits, mais je suis pas hanté par ça à proprement parler. Comment tu t'entraînes actuellement? Est-ce que tu es toujours très proche de ces pourcentages à l'entraînement? Alors, je sais évidemment que non, c'est pas la question, c'est pas possible. Est-ce que c'est des barres que tu répètes souvent? Je vais mettre des gros guillemets là-dessus. Pour qu'elles deviennent plus ou moins régulières, que ce soit pas genre la perf de l'année parce que t'es au moment T, tu as fait toute ta préparation à ce moment-là et tu peux la faire qu'une fois dans l'année, ou est-ce que, voilà, comment tu t'entraînes autour de tout Ah, ça? globalement, c'est des barres que je fais très peu dans l'année, quoi. Alors après, la méthode de programmation et de préparation, elle est un petit peu différente selon les athlètes. Moi, je sais que j'ai du mal à tolérer la haute intensité pendant longtemps. J'ai tendance à. Après, Enfin, ça fait longtemps que je fais, en fait, et j'ai accumulé des petits bobos, des petites pertes de mobilité, pas mal de petits trucs, tu vois, qui font que si je reste trop souvent dans de la haute intensité ou si je vais trop souvent sur de la haute intensité, je me fais vite mal. Donc, j'essaye de contourner ça et d'y aller pas forcément très souvent. Et toutes ces performances-là, elles correspondent à un pic de forme. C'est-à-dire que en dehors de ce moment de forme, je suis incapable de reproduire ces barres-là. Tu vois, c'est-à-dire que toute l'année, je vais être capable de faire 250 au squat, je peux quasiment les faire toute l'année. 182, 180, enfin, les 180, 185, je peux les faire toute l'année, mais plus, il faut un pic de forme. Et 285, je peux le faire toute l'année au terre, mais plus, il faut que je sois en forme, il me faut un pic. Tu vois, donc, ça fait allez, 10 kilos pour le squat, 5 kilos pour le développé couché et 15 kilos pour le terre. Tu vois, donc, ça peut paraître beaucoup en kilos, mais en pourcentage, en fait, c'est pas tant que ça, c'est 2-3%. Ouais, mais ces 2-3%, ils font la différence sur le classement, quoi. Ah bah ouais, parce que sur le total, si tu mets un total avec 30 kilos d'écart, alors ça dépend des compètes, ça dépend de pas mal de choses, mais sur un championnat de France, tu as 3 places d'écart, quoi. Comment tu comment Et tu aussi, pardon, t'entraînes? Ouais, dis-moi. c'est aussi pour ça que le choix des barres, il est vraiment important. C'est-à-dire que des fois, euh, tu penses que tu vaux 300, donc tu mets 300, mais en fait, tu la rates. La barre d'avant, c'est 290. En fait, tu valides 297. Tu valides que 290, alors que tu aurais pu valider 297 et tu as perdu 7,5 au total. C'est pour ça que celui qui gagne, c'est pas toujours forcément le plus fort. C'est le plus fort, mais aussi le plus pragmatique dans ses choix et qui a le mieux travaillé avec son ego et qui sait aussi le mieux préparer. Tu vois, tu disais tout à l'heure, tu peux arriver, t'être préparé pendant longtemps et rater ton truc. Autant au judo, je peux l'entendre parce que bah,
il y a un adversaire et bah, tu ne peux pas prévoir ce que va te faire l'adversaire, s'il est meilleur, si toi, tu as raté un truc, que lui, il a fait un super truc, etc. Mais en force, il y a pas de, il y a très, très peu de variations de ce type-là. Le seul truc, la seule variable, à la limite, ça peut être l'arbitrage. Mais normalement, si tu as un mouvement qui est irréprochable, tu ne peux pas être embêté par l'arbitre. Et moi, je pense que si tu t'es bien préparé, si tu as bien géré ta programmation de manière intelligente sans faire des barres n'importe comment, à n'importe quel moment, que tu as bien géré ton poids, que tu as bien géré ton échauffement, que tu as bien géré tous ces trucs-là, il y a peu ou pas de possibilité qu'il y ait un aléa qui vienne t'embêter. Et moi, j'ai eu énormément de mal à comprendre les. Alors, je sais que ça arrive, mais moi, c'est vraiment pas. Ça m'est très peu arrivé, euh, sauf la compète dont je parlais tout à l'heure où j'avais raté ma perte de poids. Mais c'est parce que j'avais raté ma perte de poids, en fait, que je me suis retrouvé à faire une contre-performance. Mais pour moi, si tu rates quelque chose comme ça, c'est que toi, tu as fait une erreur. Et alors qu'au judo, tu peux perdre parce que l'autre a juste été meilleur que toi. Si tu ne fais pas le total que tu valais, c'est parce que tu as fait une erreur soit dans tes choix, soit dans ta préparation, soit dans ta perte de poids, soit dans l'exécution de tes mouvements parce que tes mouvements ils sont pas bons et du coup l'arbitre les refuse. Est-ce que la variable qui peut pas te faire perdre, c'est plutôt dans la tête qu'autre chose? Parce que c'est plus à ça que je pensais. Peut-être que toi, non, parce que tu n'es pas perturbé par tout ce qui se passe Bah, autour, mais ça peut être moi, je difficile, tu suis, vois, t'es au centre de l'attention quand tu fais une barre, etc. Et est-ce que ça se gère facilement ou pas? moi, je suis plutôt justement transcendé par ça. C'est-à-dire que surtout quand j'arrive sur une grosse compétition, sur un championnat de France, euh, je me suis préparé pendant des mois et des années en fait pour ce moment-là. Quand je m'entraîne, je pense à ce moment-là. C'est pas pour que le jour où j'arrive enfin à mon échéance, c'est pas pour regarder mes pieds, quoi. C'est, j'arrive là, c'est pour vraiment montrer ce que j'ai et montrer ce que j'ai fait. Et, et je dis souvent, parce que bon, j'ai pas mal de copains dans la force et tout, donc on s'envoie nos bars, on en discute et tout. Et moi, je leur dis toujours, euh, si c'est pas fait sur une vraie compète, ça compte pas. Tu vois, c'est-à-dire que tu peux avoir fait 5 fois, je ne sais pas quoi, ou 3 fois, j'en sais trop rien, ou tout ça. Ça n'existe pas en fait. Tout ça, c'est de la littérature, c'est rien. Tout ce qui compte, c'est le total que tu vas faire à une compète. Et encore, je mets vraiment l'accent sur une grosse compète avec un vrai arbitrage, etc. Parce que c'est des petites compètes locales où des fois l'arbitrage est un petit peu plus laxiste, on va dire. Il y a des choses qui sont validées, qui ne sont pas forcément valides dans la réalité. Donc, moi, pour moi, ce qui n'est pas fait en compétition, ça n'existe pas. Et c'est pour ça que je mets mentalement, quand j'arrive sur ce genre d'échéance, je peux pas ne pas me donner à 200%, quoi. C'est impossible pour moi. Mais je sais qu'il y a des personnes qui, au contraire, ça les limite et ça les bride. Ouais, t'es transcendé par par l'échéance, quoi. Ouais, j'ai vraiment un profil compétiteur. Je suis vraiment compétiteur, moi. Mais même des fois, tu vois, quand j'ai une grosse barre à l'entraînement et tout, alors, il faut penser au processus, il faut penser à tout un tas de choses, mais il y a des moments où tu as besoin de te mettre un petit coup de pied au cul et tu te dis, bon, ok, là, c'est, si tu veux être fort ce jour-là, et si tu veux ne pas être ridicule ce jour-là, et si tu veux montrer vraiment ce que tu vaux ce jour-là, bah, faut qu'aujourd'hui tu sois présent, quoi. Faut faire un gros truc aujourd'hui. Je te rejoins là-dessus. Moi, ce qui me pousse pas mal aussi, c'est l'adversité. J'aime bien quand il y a des gens avec qui compétitionner, tu vois, pas forcément à battre ou autre, parce qu'au final, la compétition, elle est que contre toi-même, si on voit les choses d'un angle différent. Mais je comprends très bien ce que tu dis. Comment tu t'entraînes du coup actuellement? Est-ce que tu t'entraînes beaucoup? Est-ce que tu t'entraînes en hyper fréquence, en hyper volume, etc. Combien d'heures par semaine tu alloues à l'entraînement? Et comment ça se répartit en ce moment, qui est peut-être une période un peu différente des autres, mais toujours intéressant de voir. Là, on est début janvier. Au moment où on enregistre le podcast, normalement, il devrait sortir en février. Comment tu fais en ce moment? Bah, en ce moment, ça fait. Là, j'ai le Covid. Et sinon, j'ai été malade. J'ai eu des. Enfin, la fin d'année est assez compliquée. Mais sinon, sur une période normale, je m'entraîne 5 fois par semaine. J'ai 3 entraînements qui durent à peu près 3 heures. Et 2 entraînements un peu plus courts qui durent 2 heures. Au niveau de ma répartition, je fais du squat entre 3 et 4 fois dans la semaine. Ça dépend. Entre 3 et 4 fois dans la semaine. Du bench, pareil, entre 3 et 4 fois dans la semaine. J'ai déjà eu des périodes avec 5 bench par semaine, mais j'avais souvent des petites tendinites au niveau du grand pec.
et du soulevé de terre 2 fois dans la semaine. Donc voilà au niveau de la fréquence. Après, au niveau du volume, ça va dépendre des blocs, ça va dépendre de pas mal de choses. Mais globalement, je fais entre 15 et 20 séries de squats par semaine. Pareil au développé couché et entre 10 et 15 séries de soulevé de terre par semaine. Et après, à côté, il y a de l'assistance, de la musculation. Et puis tout un travail de prophylaxie, prévention des blessures, etc. C'est quoi un entraînement de 3 heures? Parce que les gens, ils vont écouter le podcast, ils vont se dire, ouah, le gars, il s'entraîne Bah, 3 heures et tout. déjà, Qu'est-ce que tu fais pendant 3 heures? déjà bon, j'ai une petite routine d'échauffement. Moi, je pars du principe que si ta routine d'échauffement elle dure trop longtemps, c'est que tu fais des trucs qui servent à rien. Euh, Si j'ai une grosse barre, une grosse séance de squat, par exemple, j'ai 10 minutes d'échauffement à peu près avant de passer sous la barre à vide, tu vois. J'essaye d'aller assez vite. Après, il y a la montée en gamme. C'est-à-dire que quand tu montes en gamme jusqu'à 130 ou 140, ça va vite. Mais quand tu montes en gamme jusqu'à sur une barre lourde à 230, 240, il faut quand même du temps pour y monter. Donc ça prend du temps. Euh, et puis, mentalement, quand tu montes sur une grosse barre, en fait, tu as besoin d'un temps de préparation, etc. C'est de monter en pression petit à petit. Et ça, c'est quelque chose qui prend du temps. Tu vois, déjà, au squat, tu vois, ma séance de squat, c'est entre l'échauffement, enfin, la mobilisation, on va dire, le passage, enfin, toute la montée de gamme, et si j'ai 5 séries de squat, ça va me prendre 1 heure et quart quasiment. Tu vois, avec les temps de récup et tout, si c'était sur des charges lourdes, il n'y a rien de scandaleux à prendre entre 3 et 5 minutes de récup. Donc ça, déjà, ça va me prendre 1 heure et quart. Si derrière, j'ai du développé couché, du coup, il faut que je me réchauffe sur le haut du corps. Donc, il y a toute la montée de gamme au développé couché qui prend du temps. Et au développé couché, si j'ai 7 ou 8 séries de développé couché à faire, donc il y a toute la montée de gamme plus les 7 ou 8 séries, ça va un peu plus vite, mais ça va me prendre entre 45 minutes et 1 heure. Donc là, on est déjà presque à 2 heures. Et après, il y a toute l'assistance, la prévention des blessures et tout. Et ça va durer 30, 45 minutes. Et tu arrives vite à une séance de 3 heures, en fait. Et là, je n'ai pas discuté avec les autres. Et ça, c'est un entraînement où tu as le casque et tu parles à personne. Est-ce C'est ça que, est-ce aussi que le côté. est-ce que t'aimes ça? Est-ce que vraiment ça te plaît de faire ça? Ah bah oui, oui, sinon je ne le ferais pas. Si ça ne me plaisait pas, je ne le ferais pas. Mais ouais, ça me plaît. Et ce qui me plaît, c'est que c'est mon moment à moi, tu vois. Et alors, il y a des moments où je vais bien aimer discuter avec d'autres gens et tout ça. Il y a des moments où ça me permet de me retrouver. Je pense quand tu fais ce genre de sport-là, c'est que t'as des choses à régler avec toi-même, tu vois. T'as des petits démons. Donc, c'est bien de. Enfin, c'est un moment que j'aime bien, quoi. C'est un moment que j'aime bien. Et après, comment dire? Le, je sais plus ce que je voulais dire. J'ai perdu le fil de ma pensée. Enfin, ouais, c'est un moment que j'aime bien. Et vraiment, je prends plaisir à faire ça. Et cet aspect concentration, etc. Après, c'est des moments qui sont vachement solitaires. Tu vois, moi, je m'entraîne souvent seul, contrairement à beaucoup où ils sont des petits groupes, etc. Et il y a des fois, c'est une force parce que du coup, tu es vraiment perturbé par rien. Et des fois, c'est plutôt une faiblesse parce que les jours où tu as un petit peu moins envie, parce qu'il y a des jours où tu n'as pas envie, hein, faut pas se leurrer. Ceux-là, ils sont un tout petit peu plus durs, mais bon, tu mets la musique un peu plus fort et tu essayes de te mobiliser différemment, quoi. Je comprends très bien ce que tu veux dire. Moi, je suis quelqu'un, j'adore m'entraîner tout seul. À l'inverse, Simon, mon collègue, il déteste s'entraîner tout seul. Il est beaucoup plus transcendé quand il y a du monde. Je trouve que quand tu es tout seul, tu te retrouves avec toi-même et c'est effectivement le moment qui est à toi, tu vois. C'est là où tu es avec toi-même et tu dialoguer avec soi-même, c'est quand même important. C'est quelque chose qui est très Et- négligé aujourd'hui. Les gens n'aiment pas forcément ça, mais c'est ouais, quelque chose totalement. qui est très important de se connaître parce que c'est là où tu apprends à te connaître. Qui tu es quand tu t'entraînes pas. Si jamais, genre, je te dis, bah là, mon gars, pendant un mois, interdit de t'entraîner, est-ce que c'est possible déjà? Ça m'est jamais, en tout cas, ça m'est jamais arrivé de ma vie d'être un mois sans faire de sport. Déjà, ça m'est jamais arrivé de ma vie. Et, euh, et ouais, non, c'est pas possible. Le plus long que j'ai fait sans m'entraîner, c'était 9 jours ou 10 jours. Ça a presque 10 ans. J'étais parti en Italie et tout, et je ne m'étais pas entraîné.
pendant 9 ou 10 jours. Et encore, on faisait des visites, on marchait tous les jours, on marchait 10, 15, 20 km pour les visites et tout, tu vois. Mais non, ça m'est jamais arrivé. Et je pense que j'en suis pas capable. Tu vois, bon, là, j'ai le Covid. Bon, je vais pas m'entraîner, je vais pas à la salle et tout. Hier, je suis allé courir, tu vois. Pourtant, ça fait peut-être bien plus d'un an que je suis pas allé courir. Je suis allé courir un peu, 20-25 minutes, parce que je peux pas rester et ne rien foutre. C'est impossible pour moi. C'est impossible. Je peux pas m'entraîner. Qu'est-ce que tu te dis en fait quand tu t'entraînes pas? Je suis exactement dans ton cas. Je te prends un exemple. On est allé faire un stage Wim Hof cet été en Italie dans les montagnes. Donc on s'est pas entraîné pendant une semaine, exposition au froid, etc. Il y avait des randos de 1000 mètres de dénivelé. Bon, rien d'exceptionnel, mais on bougeait. Putain, j'étais pressé de rentrer pour m'entraîner, quoi. Je pense que c'est pareil, la seule fois dans ma vie où je me suis pas entraîné pendant plus de 5 jours. Je crois que c'était mon max. Là, on a fait une semaine complète. Euh, J'étais en train de faire une prog de squat en plus à ce moment-là avec Jocelyn. J'ai tout perdu. Tant pis, ça m'apprendra. C'était le jeu. Qu'est-ce que, en fait, pourquoi hier tu t'es dit, vas-y, il faut que j'aille courir? Qu'est-ce qui vraiment t'a poussé à aller courir? Est-ce que tu te vois perdre Mais non, les c'est pas ça. bénéfices C'est de. bon. Non, Qu'est-ce parce qui se passe? que les bénéfices, enfin, le fait d'aller courir, c'est pas ça qui va me rendre plus fort sur mon squat. Bah, Enfin, surtout pour toi, ouais, ouais, carrément. au contraire, il y a un peu d'interférence, même si bon, c'est pas parce que je vais courir 20 minutes que je vais perdre 10 kilos sur mon squat. Hein, faut pas devenir fou. Mais euh, c'est parce que tu sais, c'est comme une jauge d'énergie qui déborde, quoi. C'est comme tu as une bouteille à fait 1,5 litre et tu la mets sous le robinet, au bout d'un moment, elle déborde, tu vois. Je pense que c'est un peu pareil. Et tu vois, par exemple, hier, j'ai eu vachement de mal à m'endormir parce que j'ai de l'énergie en trop. Et alors, il y a peut-être un côté satisfaction d'avoir fait quelque chose ou tout ça, je sais pas, mais j'ai besoin de me dépenser physiquement. Alors, on met de l'hyperactivité partout maintenant, je sais pas si c'est ça, mais quand j'étais petit, je pouvais pas m'arrêter de bouger, quoi. Donc, j'ai de l'énergie, il faut que je l'utilise, quoi. Je peux pas rester une journée enfermé à la maison et rien faire de la journée, ça me rend fou, ça. Je comprends, on se rejoint clairement là-dessus. Il y a des gens C'est une comme ça énergie après. intérieure, en fait. Ouais. C'est une énergie intérieure. Je pense qu'il y a pas mal de psychologique là-dedans, parce que moi, pareil, tu vois, si je m'entraîne trop tôt dans la journée, peu importe, même si je fais le même entraînement qui était prévu et que je le fais le matin au lieu de le faire le soir, j'aurai du mal à m'endormir le soir parce que ma dose de travail, elle va avoir été trop tôt. Et c'est Mm. difficile de s'endormir. J'ai l'impression que j'ai rien fait alors que si je me suis entraîné, mais c'est juste que je me suis entraîné le matin et c'est pas forcément mon heure. Bref, qu'est-ce qu'il faut, selon toi, pour être fort, pour devenir quelqu'un de fort sur des mouvements de force athlétique ou dans des mouvements, ça peut se transférer à de l'haltéro. Hein. Qu'est-ce qu'il faut pour être fort? Euh, Tu veux dire psychologiquement ou biologiquement? Biologiquement et psychologiquement. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un va devenir fort? Toi, comment tu vas rendre quelqu'un fort? C'est quoi les points clés, Ah, selon toi, pour devenir fort? intrinsèquement, la priorité, c'est le facteur nerveux. C'est-à-dire que tu as des gens qui sont nerveux, qui produisent de la force, qui ont la capacité à produire de la force, et tu as des gens qui sont mous et qui n'ont pas cette capacité-là. Après, ça, c'est beaucoup lié, donc on en parlait tout à l'heure un peu à comment on est psychologiquement et tout, mais aussi pas mal lié au bagage. C'est-à-dire que quelqu'un qui a un gros bagage sportif, qui a toujours fait du sport depuis tout petit, tu lui fais faire du squat ou n'importe quoi, il va très vite progresser. À l'inverse, quelqu'un qui a fait chips canapé pendant 15 ans, tu le mets au squat, ça va pas être terrible, quoi. Donc vraiment, ton bagage initial, il est très important, mais vraiment, c'est le facteur nerveux. Après, il y a beaucoup l'aspect des leviers, qui est, bah, tu sais, on entend souvent, j'ai des longs fémurs pour le squat, etc., etc. Alors, le fait d'avoir des longs fémurs, ça t'empêche pas de squatter, mais forcément, tu vas devoir trouver des adaptations, ce sera moins naturel. Et en termes de performance, les leviers sont forcément moins intéressants, même si dans une certaine mesure, tu peux pallier ça. Mais, euh, mais il va falloir quand même travailler. Et après, c'est le facteur technique et répétition. Donc, il va vraiment falloir automatiser le pattern des différents mouvements, adapter la technique, adapter les leviers et tout ça, quoi. Donc, le facteur nerveux, en tant que coach, tu peux influer dessus dans une certaine mesure, euh, au-delà de la construction biologique de la personne que tu as en face de toi, mais avec la répétition à l'effort, tu vas influer dessus.
Les leviers, la seule manière d'influer dessus, c'est en jouant sur la masse musculaire. Donc, si la personne que tu as en face de toi, elle est vraiment extrêmement fine, longiligne et tout, fait de gagner en masse musculaire, tu vas avoir une optimisation un petit peu des leviers. Donc, travailler sur la masse musculaire, mais ça, c'est un travail de longue haleine. Et après, bah, ça va être technique en optimisation des leviers, etc. Et répétition pour enregistrer un schéma moteur. À un moment donné, bah, pour faire progresser ton squat, il va falloir en faire du squat, quoi. Euh, Quand tu es un débutant, surtout. Après, quand tu as un très haut niveau, que tu es très fort, que tu es très lourd, etc., va peut-être falloir penser à en faire un peu moins parce que bah, tu te fatigues beaucoup quand tu en fais, etc. Mais là, on est vraiment sur 0,2% de la population pour plus de 99% des gens. Et pour la plupart des gens qui vont nous écouter, si vous voulez être plus fort au squat, bah, il va falloir augmenter votre fréquence de squat. Pas forcément mettre plus lourd, plus de volume, etc., etc. Mais si vous faites du squat une fois par semaine, vous avez peu de chances de progresser au squat. Est-ce que Et tu peux... psychologiquement, pour progresser, bah, il va falloir être patient parce que la prise de force, c'est des processus longs qui mettent du temps à se mettre en place. Je parlais de l'hypertrophie, parce qu'il faut de la masse musculaire, mais l'hypertrophie, ça met du temps à se mettre en place. Le facteur nerveux, c'est des choses qui mettent du temps aussi à se mettre. Enfin, si vous n'avez pas un gros bagage sportif, le facteur nerveux il va être long à se mettre en place. Et les schémas neuronaux vers un mouvement, ils vont mettre du temps aussi à se mettre en place et à s'automatiser. Donc, il va falloir répéter, répéter, répéter et être patient. Vous allez pas, vous pouvez pas squatter 200 kilos comme ça en vous entraînant 3 mois. C'est pas possible. Justement, qu'est-ce que tu peux espérer en termes de gains en pourcentage, on va dire, chez quelqu'un? Je prends un exemple qui va parler à tout le monde et qui va ressembler à pas mal de personnes qui nous écoutent. Quelqu'un qui fait du CrossFit, qui squatte une fois par semaine parce que la prog de sa box fait qu'il y a du squat une fois par semaine, genre en 5 x 5 à 85% de la 1RM, des trucs comme ça. Qu'est-ce que tu peux espérer en termes de gains si tu te mets à squatter 3 fois par semaine avec deux bacs, un front, par exemple, je dis n'importe quoi, et sur 3 mois de programmation intelligente, on va dire. Ça dépend de pas mal de choses. Ça dépend vraiment de beaucoup de choses. D'où il part, le gars, quel niveau il a. Techniquement, est-ce qu'il avait déjà une bonne technique ou est-ce que c'était à chier? Est-ce qu'il avait déjà les bonnes orientations sur quoi je me concentre? Parce que tu vois, souvent on te dit fais ci, fais ça, etc. sur ton squat, mais en fait, on te fait te concentrer sur des choses qui ne sont pas essentielles, tu vois. Le fameux place ton dos ou lève pas les fesses quand tu squattes. Je sais pas, ouais, mais ok, mais comment je fais pour pas lever les fesses quand je squatte? Tu vois? Et ça, il y a beaucoup de gens qui vont me dire fais pas ci, mais ils vont pas te dire comment ne pas faire ça. Et tu vois, ça va dépendre de pas mal de choses. Après, pour moi, un crossfitter, enfin, pour moi, n'importe qui peut squatter 150, tu vois, sauf s'il a un poids de corps, un physique normal et tout, il n'y a aucune raison qu'il ne fasse pas 150 au squat et 180 au deadlift. Tu vois, par exemple, ça, c'est un truc. Alors, je fais une petite aparté. Clément, il a dit ça parce que c'est mes perfs actuels. Donc, ça veut vraiment dire que Non, mais vous pouvez le faire parce que je suis une chèvre en force et du moins, je suis une chèvre en squat. Donc, vous pouvez clairement atteindre 150, il n'y a pas de problème. non, mais j'en discutais. Le crossfitter homme lambda qui s'intéresse un peu au truc et tout, il y en a beaucoup qui font 120, 130, tu vois. Euh, le mec de 75-80 kilos qui font 120, 130, il y en a énormément, tu vois. C'est la globalité, c'est ça. Et ben, ces gens-là, il n'y a aucune raison qu'ils ne fassent pas 150. N'importe qui peut faire 150 au squat. Sans aller chercher des trucs de fou, des squats everyday, ou tout ça, c'est bling bling. Mais en squattant 2-3 fois par semaine avec les bonnes cues techniques et en ayant de la bonne répétition, en 6-7 mois, tu peux passer de 120 à 150. Il n'y a rien de. Alors, à moins que tu aies vraiment une impossibilité, ou etc., etc., mais il n'y a rien d'extraordinaire à ça. Après, 150 à au-dessus, tu vois, ça devient déjà un peu plus compliqué, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il va falloir que tu aies un peu plus de qualité, il va falloir peut-être y dédier un peu plus de temps, un peu plus de spécifique, faire des petites assistances qui vont bien, trouver des variations, etc. Et en fait, plus tu montes en charge, plus ça devient dur d'aller chercher les progrès, même si je pense que sans avoir forcément de talent, en 2-3 ans,
quasiment tout le monde peut faire 180-200. En se donnant Ok. les moyens, bien sûr. En se Ouais, donnant les bien sûr, non, moyens. mais évidemment, faut se donner les moyens, il faut travailler pour. Moi, souvent, on me pose la question, mais je suis très mal placé pour répondre encore une fois parce que je ne suis pas quelqu'un de fort. Je suis quelqu'un qui bouge bien, mais je ne suis pas quelqu'un de fort. Je trouve que des niveaux de force assez intéressants, à partir du moment où on peut dire que quelqu'un est vraiment fort, selon moi, au squat, c'est quand tu as à peu près 200% de ton poids de corps. Je ne sais pas ce que tu en penses de cette variable-là. Ouais, Vraiment, c'est oui, difficile de généraliser, hein, mais. c'est vrai que si tu squattes pas 2 fois ton poids de corps, ouais, squatter 2 fois son poids de corps, c'est pas scandaleux. Après, je pense qu'il y a pas mal de crossfitters qui vont nous écouter. Euh, c'est compliqué de faire du crossfit si tu fais pas 150 au squat, je trouve. Parce que tu es limité dans tout ce que tu fais, en fait. Et à un moment donné, le mec qui fait 150 au squat, enfin, qui fait pas 150 au squat, ça va être compliqué pour lui d'aller snatcher 90, 100 et plus de 100 kilos. Euh, alors que techniquement, pour passer de, je sais pas moi, 95 à 100, ça va être hyper dur pour lui de progresser là-dessus. Alors que s'il prenait 5 ou 10 kilos sur son squat, bah, de 95 à 100, il y passerait vachement facilement. Plus tu es fort, plus tout te paraît léger. Et on perd trop souvent de vue que la force, c'est la qualité mère de toutes les autres. Et si t'es pas fort, tu peux rien faire en fait. Il y a des niveaux de force minimales pour tout. Et ça se transparaît dans le CrossFit, c'est la même chose, quoi. Quand tu as, je sais pas combien de thrusters à 40 kilos à faire, si tu as un squat à 100 kilos, tu vas trouver le temps long. Si tu as un squat à 150, les thrusters à 40 kilos, tu vas vraiment trouver que c'est facile. Et en fait, le fait d'être fort, ça va te permettre de basculer dans une autre filière et d'aller sur un autre facteur limitant. Si tu n'es pas fort, tu vas tout de suite être limité par ta force. Et en fait, le WOD qui est censé être de la vitesse ou je sais pas quoi, ou de l'endurance, ou peu importe, bah en fait, tu vas pas pouvoir aller dans cette filière parce que tu vas être dans une filière force, ça va être trop proche de ton ARM. Et tout va être dur, tout va être lourd. Alors que si tu as le niveau de force adéquat, bah, tu vas pouvoir te donner l'opportunité d'aller dans l'autre filière et d'aller sur un autre facteur limitant. Alors après, ce sera peut-être le cardio, ce sera peut-être la façon dont tu bouges, ça sera peut-être plein de choses. Mais voilà, la priorité, c'est le skill. Et la deuxième priorité, c'est la force. Si tu n'as pas le skill, tu peux rien faire. Si tu n'as pas la force, bah, tu peux rien faire non plus. Et après, une fois que tu as le skill et que tu as la force, eh ben, tu peux te permettre d'avoir le cardio. Or, quand tu discutes avec les crossfitters, tous ils disent je manque de cardio. Non. Tu manques de cardio sur burpee box jump, tu vois. Là, ouais, là, tu peux parler de ton cardio. Mais à partir du moment où il y a une barre, une kettlebell, une haltère, ou je sais pas quoi, c'est ton skill et ta force, les facteurs limitants, pas ton cardio. C'est très intéressant ce que tu dis parce que toutes ces filières, alors malgré le fait qu'on puisse remettre les filières en question aujourd'hui, elles s'entremêlent. Sean l'explique d'ailleurs très très bien et ça prend tout son sens quand tu l'expliques comme ça. Donc vraiment, je pense que ce que tu viens de dire va impacter pas mal de gens et va les faire réfléchir du moins. Tu me parlais de correction sur le squat, etc. Des gens qui vont te dire, ouais, faut pas que tu pousses tes fesses vers l'arrière, faut pas que tu lèves tes fesses trop tôt, etc. Quelle est la nuance, la limite entre des gens qui vont être de très bons athlètes et qui vont, par ce biais, devenir coach, tu vois, donner des conseils, mais qui ne vont pas forcément savoir transférer sur leurs athlètes, et quelqu'un qui n'a pas forcément des perfs de ouf, mais qui est un excellent coach ou du moins un excellent préparateur. Est-ce qu'il n'y a pas des dérives actuellement autour de tout ça? Tout le monde est un peu coach de tout le monde, j'ai l'impression, avec les réseaux maintenant. Et c'est pas parce que tu as des perfs excellentes que tu es un excellent coach et vice-versa. Ouais, je suis d'accord avec toi. De toute façon, ça c'est connu, hein. C'est pas parce que tu es un bon athlète que tu es un bon coach. Par contre, il est nécessaire pour être un bon coach d'avoir un certain niveau de pratique et d'avoir pratiqué en fait. Le fait d'avoir un certain niveau de pratique garantit le fait que tu es pratiqué. Et il n'y a pas de hasard. C'est-à-dire que, je disais, tu ne peux pas squatter 200 si tu n'as pas travaillé. Euh, si tu as quelqu'un qui squatte 200, hors pharmacie ambulante, tu vois, si tu as quelqu'un qui squatte 200, a priori, c'est qu'il a travaillé et qu'il a réfléchi sur son mouvement et sur comment progresser. Euh, donc, dans une certaine mesure, ça te garantit que le mec, il a du vécu et de l'expérience. Et ça, c'est quelque chose d'important. Euh, Moi, je ne fais pas partie des gens qui tapent sur les personnes qui coachent sans diplôme, parce qu'en fait, je me dis que des fois, il vaut mieux avoir un mec qui a 10 ans d'expérience et qui n'a pas de diplôme,
plutôt qu'un mec qui a un BPGEPS et qui n'a jamais pratiqué. Parce qu'en fait, les attendus actuels du BPGEPS sont tellement faibles que, en haltéro, il faut faire 2 reps à 60% du poids de corps à l'arraché. C'est pas parce que tu es capable de faire 2 reps à 60% du poids de corps à l'arraché que tu sais faire un arraché. Par contre, tu peux avoir ton diplôme avec ça. Et alors, si le mec est diplômé et tout, c'est quand même vachement mieux, on est d'accord, hein. Mais il faut avoir les connaissances, il faut avoir la pratique et le niveau de la personne garantit quand même un certain taux de pratique et de participation. C'est difficile, moi je trouve, de se dire je coach des compétiteurs qui vont aller sur des championnats de France si toi-même, tu n'as jamais fait un championnat de France. Tu vois, Non, c'est pas, c'est-à-dire que c'est. pour moi, c'est pas possible si tu fais vraiment de la préparation physique spécifique au sport dans le but, par exemple, de la force athlétique, c'est juste pas possible. Tu vois, c'est ça le truc. Après, effectivement, parce que le fait d'être préparé pour une échéance importante, ça te donne une expérience. Et du coup, quand ton athlète il va se préparer pour une échéance importante, bah, tu vas comprendre ce qu'il vit, tu vas comprendre ce qui se passe. Le... Et dans la mesure où, pour moi, le coaching, l'importance du coaching, au-delà de la programmation et tout, tu peux avoir la meilleure programmation du monde, tu peux avoir tout ce que tu veux. Si humainement, tu es zéro et que tu n'es pas capable de transmettre les bonnes choses et les bons discours à tes athlètes, bah, tu es un mauvais coach. La priorité pour moi d'un bon coach, c'est le discours et les valeurs qu'il va avoir et le message qu'il va transmettre. Tu vois, c'est vraiment le message avant la programmation pour moi. La programmation, elle est importante pour progresser. Mais alors bon, il ne faut pas tomber dans la psychologie, on n'est pas des psys, hein, mais l'individualisation de ce que tu dis à ton athlète et tout, c'est hyper important. Et si toi-même, tu n'as pas vécu ces situations-là, eh ben, tu n'es pas en mesure de les comprendre. Donc, il faut, pour être un bon coach, ben, il faut que tu te sois blessé, il faut que tu te sois entraîné dur, il faut que tu te sois planté, il faut que tu aies fait des compétitions, il faut que tu aies eu des petits résultats pour comprendre ce que c'est, il faut que tu aies eu des moments de passage à vide où pendant un an, tu n'as pas battu de record pour comprendre ce que ton athlète y traverse. Pas parce que c'est la réalité, hein. À un certain moment, t'as des passages à vide et tu progresses plus, tu vois, ou moins vite, ou et ben ça, il va falloir que tu sois en mesure de l'avoir vécu pour pouvoir accompagner ton athlète quand il va le vivre. Et c'est pour ça que l'expérience, elle est importante. Et quand je vois effectivement des gens qui ont peu d'expérience, il faut bien se lancer un jour, hein. On a tous commencé un jour. Moi, quand j'ai commencé, je n'avais pas l'expérience que j'ai, etc. Mais euh, il- tu peux pas prétendre à coacher des très bons athlètes ou à coacher beaucoup de monde, ou etc. Si t'as pas une certaine expérience, un certain vécu, que ce soit dans le coaching, mais aussi dans la pratique. Alors, je suis complètement d'accord. Je rebondis là-dessus. Il y a pas mal de kinés qui nous écoutent parce que, bon, forcément, tu le sais, je suis kiné aussi. Nous, en kinésithérapie, avec la plupart des patients qu'on a, on n'a pas que des patients sportifs, même si aujourd'hui, tout le monde fait un petit peu de sport à son niveau. Le côté psychologique joue un rôle monstrueux parce que les armes qu'on a en kinésithérapie pour lutter contre la douleur et rendre les gens, les remettre sur pied, ça va surtout être des exercices de remise en charge, etc. Et en fait, la façon dont tu vas aborder la personne, ce côté humain, il va tout changer. Moi, je ne me comporte pas de la même façon avec tous les patients. J'adapte mon discours et j'adapte ma façon d'être. Si les patients me voyaient entre deux séances différentes avec des patients qui ont la même pathologie et qui n'ont pas le même contexte psychologique, etc., ils pourraient ne même pas me reconnaître, tu vois, dans la façon où je m'exprime, où je fais les choses. Pour autant, ce qu'on va faire sur le papier, ça va être à peu près la même chose, mais je ne vais pas l'aborder de la même manière. Et ça, c'est très, très intéressant parce que dans le sport, au final, c'est à peu près la même chose quand tu coaches quelqu'un. Il faut vraiment avoir expérimenté ce que la personne peut ressentir ou du moins connaître pour pouvoir transférer au mieux les choses et vraiment être très très spécifique à la personne. Je dis un truc en formation quand je donne cours tout le temps, je dis aux gens kinés qui sont là, qui suivent la formation, je vous souhaite pas de vous blesser, mais vraiment, c'est un truc où vous allez apprendre ce que ressentent les patients et ça va être très, très important dans le processus pour pouvoir aider les gens à guérir parce que vous allez comprendre la chose. Moi, je te donne mon exemple. Je fais quasi que de l'épaule en pratique. Je prends quasi plus rien d'autre comme pathologie parce que c'est une région qui me passionne. Et je me suis blessé beaucoup à l'épaule et j'ai vraiment fait de la rééduction moi-même. J'ai testé plein de choses qui n'ont pas marché, plein de choses qui ont marché aussi, mais j'ai vraiment testé beaucoup de choses qui n'ont pas marché. Et je prends l'exemple contraire. Je me suis aussi blessé à la cheville, souvent au judo.
mais j'ai jamais fait de rééducation de cheville. Je me suis jamais intéressé à comment améliorer ma cheville, etc. Du coup, en soins, je ne prends pas de cheville, sauf si c'est pour dépanner mes collègues, parce que je ne me sens pas capable d'accompagner ces personnes-là, parce que je ne sais pas vraiment ce qu'ils ressentent. Et ce que je vais faire, ça va être bien sur le papier, parce que j'ai les connaissances pour rééduquer une cheville, mais je ne vais pas être aussi proche de la réalité du ressenti de la personne que je peux l'être avec l'épaule parce que je sais vraiment ce que c'est. J'ai expérimenté beaucoup de choses sur moi. Donc, c'est vraiment intéressant de faire ce distinguo entre la performance que peut donner un coach ou un kiné de par ses connaissances, de par ses performances, etc. et ce qu'il a vécu, qui lui a donné une expérience et qui est très, très, très importante dans le suivi, dans l'individualisation des choses. Tu as parlé vite fait du dopage, là. Tu nous as dit des pharmacies ambulantes. Je rebondis là-dessus aussi. Bon, le sport, c'est gangréné par le dopage. J'en ai parlé dans le podcast avec Manon qui sortira avant celui-là, donc on aura déjà eu une petite discussion là-dessus. Tous les sports sont gangrénés par le dopage. Il n'y a pas que les sports de force, il n'y a pas que l'haltéro, que le crossfit, que la force athlétique, etc. Même si dans le crossfit, apparemment, tout le monde est naturel, mais ça, on peut gentiment en sourire. Même le tir à l'arc, les gars sont chargés parce qu'il faut ralentir le rythme cardiaque pour être précis, etc. Même les chevaux sont chargés dans les courses hippiques, etc. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Je sais déjà ce que tu penses de tout ça, parce que toi, tu as été victime de ça, il me semble, car un de tes adversaires avait gagné en étant chargé a posteriori. Ça a été découvert a posteriori de la compétition. Si je ne dis pas de bêtises, il me semble avoir entendu ça. Ouais, c'est Qu'est-ce ça. En que, fait, quel est le problème avec tout ça au final? bah, le problème, c'est de vouloir gagner sans faire les efforts pour gagner. Après, je peux concevoir que tu vois, dans des sports qui brassent des millions d'euros, avec des gros intérêts financiers et tout, le besoin de sport spectacle, tu vois, la NFL, la NBA, le Tour de France, etc., ce soit plus, comment dire, euh, ce soit très présent parce qu'il y a Attends, des attends, gros enjeux. fais gaffe à ce que tu dis, mec, parce que je suis fan de cyclisme, moi. Je suis fan de Julien Ah, mais Alaphilippe, moi donc aussi. attention. Moi, j'adore, non, mais moi, j'adore le vélo. Et tu veux que je te dise, moi, je pense même que pour moi, Lance Armstrong était un grand athlète, tu vois. Pourtant, il était. Je suis Vas-y, complètement tu veux dire d'accord. quelque chose? Je suis d'accord, je suis d'accord. Parce que si tu regardes, on lui a retiré ses Tours de France, mais on les a redonnés à personne. Pourquoi? Parce que à chacun des tours, les 20 suivants, ils étaient tous impliqués un jour ou l'autre dans une affaire de dopage. Donc le dopage, il était endémique. Et quelque part, ce qui est mauvais avec le dopage, c'est l'irrégularité entre les participants. S'ils sont tous chargés, bah, il n'y a pas d'irrégularité. Malgré tout, en force, enfin, dans la fédé où je tire, il y a des contrôles antidopage. On est censé ne pas être dopé. Effectivement, moi, j'en ai fait les frais parce que en 2019, le jour de la compétition, je suis deuxième. Mais la personne qui me bat, bon, c'était de notoriété publique hein, qu'il était dopé. Il s'en était jamais caché. Euh, et bon, bah, il a pu participer quand même. Il y a eu un contrôle antidopage ce jour-là. Il a été positif et après, c'est moi qui ai récupéré le titre. Moi, ce qui me pose problème, c'est bah, qu'en fait, les gens savaient, tout le monde savait, mais on l'a quand même laissé concourir, y compris dans son club, les gens savaient, et ils l'ont quand même laissé concourir. Tu vois, là, je peux en parler maintenant parce que c'est passé, puis il a été contrôlé, mais il passe au contrôle antidopage. Il y a sa copine qui vient voir les gens du club, de leur club, et qui dit oh là là, machin, il est au contrôle antidopage. Et là, au club, ils ont tous, j'étais juste à côté, j'étais à 3 mètres. Hein. Ils ont tous fait une tête pas possible, leur dire quoi, il est au contrôle, mais il a arrêté quand il fallait. Et en fait, au club, ils savaient tous qu'il était dopé, ils l'ont quand même laissé participer. Et ça, c'est un club qui existe toujours d'ailleurs. Et ça, enfin, ils savaient tous. Peut-être pas tous, mais en tout cas, les 4-5 qui étaient devant moi ce jour-là savaient tous. Et ça, moi, ça me pose problème parce que bah, personne ne l'a empêché de participer. Et moi, quand il m'a battu, je savais qu'il était dopé et ça, c'était vraiment assez dur à vivre. Mais j'ai essayé de faire abstraction le jour J et j'ai sorti la compétition qui reste à ce jour mon meilleur souvenir. C'est pas mon meilleur total parce que je l'ai un peu amélioré récemment, mais ça reste le meilleur souvenir en termes de compétition par rapport à ce que moi j'ai produit. Et sur le dopage, bah, forcément, les mecs qui trichent, après, il y a des. Ce qui m'embête, c'est qu'en force athlétique, il n'y a rien à gagner, financièrement parlant, à part un peu de notoriété. Euh,
Après, sur les réseaux, il y a énormément de gens qui sont dopés parce que, on en parlait tout à l'heure, la performance ne fait pas forcément à la qualité, mais par contre, la performance fait la visibilité. Et sur les réseaux, on sait très bien que le business des réseaux, c'est la visibilité avant tout. Donc, plus tu vas être fort, plus tu vas avoir de visibilité, plus tu vas avoir de visibilité, plus tu vas avoir de ventes. Et quelque part, c'est aussi du dopage dans leur business. Donc, ça aussi, c'est un petit peu problématique parce que du coup, finalement, ils prennent des clients à des gens lambda qui ne trichent pas. Et ça, c'est vrai que c'est embêtant. Malgré tout, c'est un petit peu la nature humaine de vouloir aller à la facilité, d'avoir les choses un peu plus facilement. Après, le budget de la FLD, donc l'Agence française de lutte contre le dopage, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'il a été divisé par 5 ces 10 dernières années. Bon, ben, il n'y a pas de miracle, quoi. Donc, il y a de moins en moins de contrôles. Les contrôles, ils se font que aux compétitions. Euh, Après, il y a des athlètes très forts. En France, on est une des meilleures nations en force athlétique. Je suis convaincu qu'il y a une très grande majorité des athlètes de l'équipe de France qui sont naturels. Après, je ne peux pas me porter garant de tout le monde et je ne vis pas avec eux. Mais je pense qu'il y a une très, très grande majorité des athlètes qui sont naturels. Et il y a peut-être 1%, 2%, même pas. Mais il y en a quelques-uns qui sont probablement des tricheurs. Et en fait, bah, c'est vrai que quand ils tombent, ça jette un petit peu le discrédit sur tous. Après, moi, je viens de la musculation à la base. Je me suis entraîné en salle de musculation. J'ai vu des mecs se charger pour faire 110 au développé couché. Donc, va expliquer à un mec qui se charge pour faire 110 au développé couché que toi, tu es capable de faire 190 en étant naturel. Il va jamais te croire. Parce que ça voudrait dire, OK, donc moi, je suis vraiment une merde, en fait. Ça voudrait dire que le mec, il devrait se dire, je suis vraiment médiocre. Donc, il ne peut pas se dire qu'il est médiocre. Donc, qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit, ah ouais, mais il se dope plus que moi, lui. Alors qu'en fait, non. C'est juste un biais cognitif. Et les mecs qui vont le plus crier au dopage, souvent, c'est des mecs dopés. Parce que, enfin, je te dis, je connais plein de gens qui font de la musculation, donc forcément, je connais des gens dopés, hein. Et c'est ceux qui crient le plus au dopage, en fait, c'est les mecs dopés. C'est très intéressant ce que tu as dit parce qu'en fait, c'est juste la nature humaine. Il y a beaucoup de personnes sur cette terre qui sont des menteurs. Tu sais, les gens volent au supermarché, les gens trichent, etc. Donc, ça reflète juste ça, en fait. C'est juste cette partie-là des personnes qui sont dans le sport qui choisissent la solution de facilité, en fait, tout bêtement. Et Ouais, forcément, après, il y a des biais qui se créent cognitifs en lien avec tout ça, quoi. t'as pas que dans le sport qu'il y a du dopage, tu as des gens qui se dopent pour réussir leurs études. Aux États-Unis, le nombre d'étudiants qui tournent à l'adéral pour avoir une meilleure concentration et tout, c'est démentiel. Et c'est du dopage professionnel, en fait. Les traders qui tournent à la coke pour tenir la journée. Enfin, et des exemples comme ça, tu peux les multiplier. C'est-à-dire que, et puis de toute façon, ça se fait depuis la nuit des temps. Donc, faut pas chercher faut pas chercher à endiguer. Si, faut chercher à lutter contre ça, mais dans tous les cas, il y en aura toujours. Par contre, le meilleur moyen de lutter contre ça, c'est de mettre des moyens autour de ça. Et malheureusement, bah, le budget de la FLD n'y est pas. Mais bon, ça se saurait si la priorité du gouvernement français, c'était le sport et la pratique sportive. Ce n'est pas le cas. Le gouvernement, il s'en tape complètement que Clément Boudin il perde contre un mec dopé parce qu'il n'y a pas eu de contrôle antidopage préventif, tu vois. Il s'en fout complètement. Après, encore Et une fois, il n'a pas tort. Il n'a pas tort Oui, de oui, son oui. Parce au final, il n'y a pas grand-chose à gagner, enfin, du moins Il n'y a même rien, il y dans a le même sport que rien tu à pratiques, gagner. quoi. Pour la petite histoire, vu que normalement, ma médaille, on aurait dû me la décerner au championnat de France 2021. Mais comme ils ont été décalés, ma médaille, je l'ai reçue par la poste. Tu vois. Tout ce qu'il y a à gagner, c'est une médaille à la con, quoi. C'est rien, c'est rien. Et tu peux te dire pourquoi tricher pour ça, mais tu as des gens, bah, c'est une gloire, c'est tout ça, et ils trichent pour ça. Surtout qu'en plus, en force, tu as la possibilité, il y a certaines fédérations où il n'y a pas de contrôle antidopage. Donc, tu as la possibilité, si tu veux, d'aller dans ces fédés-là et puis de faire des bars là-bas. À la limite, moi, j'admire pas ce qu'ils font parce que c'est pas ma conception forcément du sport. Mais il y a des mecs hyper forts qui font des barres monstrueuses et en étant dopés, tu sais qu'ils sont dopés et ça me pose pas de gros problèmes parce qu'en fait, ils sont honnêtes avec eux-mêmes, ils sont honnêtes avec les gens qui les regardent et qui les suivent. Tout le monde sait. Donc là, ça me pose pas tellement de problèmes en fait. Par contre, que tu viennes dans une Ouais, fédération où le dopage est interdit, je vois ce que tu veux dire, ouais. ça va pas. Bien sûr. Tu vois, là, il y a un de mes amis qui est bodybuilder pro, qui compétitionne pour aller à Olympia, qui va venir sur le podcast très bientôt. Vous le reconnaîtrez quand j'en parlerai. Alors lui, le mec fait ma taille, donc peut-être même plus petit que moi, 1m75 il doit faire, et il fait 132 kilos.
Donc, celui qui Voilà, pense qu'il n'est pas chargé, c'est juste pas possible. Mais après, il y a toute une de toute relation façon. avec les sponsors, etc. Il peut pas dire Mais sur les réseaux, oui, bah bodybuilder moi, pro, t'as tout je dit, prends t'as tout ça. dit. Exactement, exactement. Mais il s'en cache pas, mais il peut pas non plus dire, moi, je Oui, prends ça à tel moment. C'est juste pas possible parce que ouais, d'une, bien c'est sûr, interdit. mais quelque part, voilà, moi, j'aime pas non plus cette. Je trouve qu'il y a une grosse démocratisation du discours. Moi, je prends ci, moi, je prends ça et tout ces derniers temps via YouTube. Je sais que bah, Thibaut Inchep, il a fait des vidéos là-dessus. Il y a un gars, un YouTuber, comment il s'appelle, Rob, un truc comme ça, qui fait Rob, beaucoup de trucs comme ça. Ouais, voilà, Rob. Moi, je trouve ça pas bien parce qu'en fait, ça démocratise quelque chose qui est quand même dangereux parce que tous les mecs ils vont dire oui mais je fais ça bien sous le contrôle d'un médecin blablabla. Pas des grosses doses, tous les mecs que je connais qui se dopent ils disent tous qu'ils font ça à des petites doses, qu'ils font ça bien et qu'ils ont le contrôle d'un médecin, ils te disent tous ça, sauf que c'est pas ça la réalité. Peut-être c'est ce qu'ils disent pour se rassurer pour tout ça, mais c'est pas ça la réalité. Et et c'est dangereux pour la santé. Et c'est dangereux pour plein de choses. Et le problème, c'est que bon, bah, moi, je leur souhaite qu'il leur arrive rien. Après, c'est toi et ta chance. Mais malgré tout, le fait d'en parler trop, ben ça dédiabolise le truc et ça ouvre la porte quand même. Et je sais que tu as des jeunes qui ont 15 16 ans dans des fitness parks, dans des basic fit et tout, qui peuvent avoir accès à ce genre de truc. Et ça, moi, ça me rend fou, en fait. Parce que mec, tu n'as rien exploité de ton potentiel. Tu vois, le mec qui a 30 ans, qui fait du body et qui se décide en son âme et conscience à franchir le pas, ça ne me pose pas tellement de problème, tu vois. Par contre, le gamin de 15 ans à qui on n'a rien expliqué, qui voit une vidéo comme ça, et qui dit, oh, bon, c'est pas si dangereux que ça, en fait, et qui commence à prendre des trucs, ça me rend fou parce qu'il n'a pas l'intelligence et le recul pour savoir ce qu'il fait. Il n'a rien exploité de son potentiel naturel et de ce qu'il était capable de faire et de tous les leviers que tu as actionnés avant, tu vois, l'entraînement, le sommeil, la nutrition, le travail, etc. Et il va directement passer dans ce truc-là de la facilité et du dopage. Et ça m'énerve vraiment, en fait. Et je pense que ces vidéos-là, elles ont un impact très négatif là-dessus. Et ça, c'est quelque chose qui ne me plaît pas. ouais, de toute façon, c'est un long sujet, hein. Il y a pas mal de choses à dire. Après, encore une fois, chacun le vit avec soi-même, je pense. Et ça devrait pas être si démocratisé que ça, malheureusement. Enfin, du moins, dédiabolisé, comme tu l'as dit. C'est quand même Ouais, pas un mais truc. tu tapes YouTube dopage, tu as plein de trucs. Et même, tu vois, Rudy, il a fait une interview d'un gars qui était avant dans la team super physique et qui s'était mis à se doper. Je crois qu'à cette époque-là, c'était une de ses vidéos qui avait le plus de vues, dans ses podcasts qui avait le plus de vues, tu vois. C'est-à-dire que ça intéresse les gens. Et moi, c'est un côté putaclic. Et du coup, tu as certains youtubeurs qui tombent dans ce côté-là parce qu'ils savent que ça va faire des vues, que ça va leur donner de la visibilité, et du coup, ils y vont. Et moi, ça me pose problème parce que bah, avec la visibilité, bah, il y a la démocratisation. Et moi, ça me pose problème. Je suis plutôt d'accord avec toi là-dessus. Toute cette digitalisation des choses, maintenant tout est accessible sur Internet, etc. Ça me refait penser au coaching en ligne que je fais et que tu fais. Alors, on ne fait absolument pas la même chose parce qu'on n'a pas la même cible. Moi, j'aide des gens qui sont blessés. Toi, tu aides des gens à devenir plus forts. Celui qui a initié ça, je crois justement que c'est Rudy. Si je ne dis pas de bêtises, il faut rendre à César ce qui est à César. Donc, Rudy, je pense que tu écouteras ce podcast. On te souhaite le bonjour. Euh, Alors, comment si Rudy nous écoute, juste pour lui rappeler que je suis toujours plus fort que lui au rowing planche. Voilà, c'est tout. je pense qu'il y répondra, à mon avis. Comment tu gères ça, toi? Quel est ton point de vue sur cette digitalisation des choses? Tes élèves te font des retours vidéo, etc. Alors, je suis bien placé pour le dire parce que je suis un de tes élèves maintenant, si on peut dire ça. Élève, je sais pas comment tu appelles les gens que tu suis. Euh, J'aime comment ça bien se dire passe? athlète. Athlète, ouais, je suis pas je me considère pas comme un athlète, donc je peux pas dire ça, mais bref. Alors, Euh, il y a une com- phrase, com- il y a une phrase, je crois, sur le siège de CrossFit qui dit If you have a body, you are an athlète. Non, il n'y a pas un truc comme ça. ah, c'est Donc, possible, du coup, tu es un c'est athlète, possible. t'as un corps, t'es un athlète. Non. J'ai un body, ouais. J'ai un petit body, on va Voilà, dire. bah, si t'as un body, t'es un athlète. Comment ça se passe? Voilà. Quelle est la limite selon toi, s'il y en a, hein, de tous ces retours vidéo, etc., ces échanges réguliers avec tes clients? Est-ce que tu penses vraiment qu'il y a une limite à ça? Dans le sens où, tu vois, moi, j'ai fait du coaching en face-to-face, j'en fais très, très peu maintenant, vraiment, ça doit être occasionnel, une fois tous les 2 mois peut-être.
Je fais plus que du digital, moi, perso. Je sais que Fred en fait aussi. Voilà, il y a pas mal de monde qui fait ça. Je trouve que personnellement, ça passe très bien, limite même mieux qu'en face-face parce qu'il y a beaucoup plus d'échanges quotidiens et du coup, on a plus de données, etc., vis-à-vis de comment se sentent les gens. Toi, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Bah, si on est sur un vrai débutant, c'est embêtant, le distance, parce qu'en fait, t'as un laps de temps entre le moment où il fait sa séance et le moment où il fait le retour, et où toi, du coup, tu lui fais ton retour. Par contre, pour une très grande majorité des gens, ça fonctionne effectivement très bien. Euh, Moi, ça fait des années que je suis coaché à distance et bon, j'ai pas mal d'athlètes à distance aussi, et ça marche vraiment bien. Surtout avec le temps, en fait, tu prends certaines habitudes, etc. Et il y a des erreurs à pas faire. Euh, Après, globalement, la digitalisation de ça, c'est très bien parce que ça te permet d'avoir accès vraiment à beaucoup de choses. Euh, et c'était assez mal vu il y a quelques années. Moi, je me souviens encore, il y a 4, 5 ans, 6 ans, Rudy ou les premiers qui se lançaient en coaching à distance, les gens les traitaient d'escrocs. Alors qu'en fait, parce qu'ils faisaient payer pour un programme de musculation, tu te rends compte Alors, de sacrilège. je te coupe. Nous, on a été parmi les premiers à faire un peu de la réhab à distance avec Fred. Enfin, je pense qu'on a été dans les premiers parce qu'il n'y a pas beaucoup de kinés qui font ça. Et c'était il n'y a pas si longtemps que ça, tu vois. Ça doit faire 2, 3 ans. Et il n'y a pas si longtemps que ça, on nous tapait encore dessus chez les kinés parce que ça ne plaisait pas, cette Bah, façon de faire. Donc, au quand, final, c'est la même chose, tu vois. quand il y a eu le Covid et les téléconsultations, ça a été un tollé chez les kinés. Les gens qui disaient, certains kinés un peu vieux de la vieille qui disaient oui, mais la thérapie manuelle ici et là. La réalité, c'est qu'il y a énormément de choses que tu peux faire à distance avec des. Enfin, tu peux faire plein de choses. Moi, je veux dire, je mets un programme. Donc, j'envoie un questionnaire à la personne, la personne me répond, on a des échanges, elle m'envoie des vidéos, je vois un peu comment elle bouge, je lui élabore son programme, je lui dis, bah voilà, concentre-toi là-dessus, etc. Après, il y a un avantage à distance, c'est que vu que le nombre d'informations à donner est très limité, ça permet à, à l'athlète de vraiment se concentrer sur ce que tu lui as demandé de faire et d'avoir vraiment un nombre de focus limité. Et moi, je sais que l'erreur que je faisais un peu au début, c'est que je voulais tout corriger en même temps. Et ça, c'est impossible. Et en plus, c'est contre-productif. Parce que si le mec, tu lui dis, alors sur ton squat, il y a ça et ça qu'il faut faire, bon, le mec, il est perdu. En fait, il veut tout faire. Et du coup, vu qu'il veut tout faire, il fait rien. Et ça, c'est l'erreur vraiment à éviter, euh, de vouloir faire trop de choses en même temps. Il faut vraiment chercher à aller sur des trucs très ciblés et ça permet vraiment, je trouve, moi, d'automatiser certains points. Il y a des gens avec qui ça marche très bien et il y a des gens avec qui ça marche un peu moins bien, mais souvent, pour que ça marche, il faut qu'il y ait beaucoup de retours et beaucoup d'échanges. C'est-à-dire que les gens avec qui ça marche le mieux, c'est ceux qui te répondent le plus et qui te donnent le plus d'informations. euh, et voilà. Ceux qui sont un petit peu moins. Alors après, c'est aussi une question de tempérament. Moi, je harcèle pas les gens. Il y a des gens qui ont besoin d'être soutenu, d'avoir beaucoup de messages, que tu leur dises beaucoup de choses. Et il y a des gens qui sont très discrets, qui montrent moins de choses. Il faut aussi savoir s'adapter à ça. On en parlait tout à l'heure un petit peu sur le profil de l'athlète et sur l'individualisation des retours. Il faut savoir en donner autant que la personne elle en a besoin et elle en veut, mais ne faut pas non plus être intrusif. Tu vois, c'est-à-dire que il y a des gens, quand tu coaches du monde, bon, ben, dans une vie, tout le monde a des problèmes au boulot un jour, tout le monde a des problèmes avec son compagnon ou sa compagne un jour, tout le monde a des problèmes d'argent un jour. Enfin, tu sais, il y a tout un tas de problèmes qui tournent autour de la vie, quoi. Tu as des gens qui, par rapport à ça, vont te dire, bon, ben voilà, en ce moment, il se passe ça, du coup, c'est pas terrible, etc., etc. Et tu as des gens qui vont avoir de la pudeur, qui vont pas oser te le dire, tu vas devoir un petit peu, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Tu vois, tu sens qu'il y a un truc qui va pas, alors tu essayes, qu'est-ce qui se passe en ce moment, pourquoi, nanana, et tu veux pas être intrusif, mais en même temps, tu as besoin de savoir, parce que si tu lui programmes une grosse séance et que le mec, il a le moral dans les chaussettes parce que sa femme l'a quitté, ben, c'est quand même compliqué, tu vois. Et il faut trouver le juste équilibre, et pour moi, c'est la difficulté, mais par contre, tu peux vraiment faire énormément de choses, je trouve. Je suis totalement d'accord. Tu vois, pour ne pas être trop intrusif, nous, ce qu'on fait, moi, j'ai toujours deux, trois créneaux dans la semaine
où je relance les gens qui ne m'ont pas envoyé leur vidéo ou autre. Et quand on commence les suivis, on fait signer un contrat qui n'est pas alors c'est un contrat sur le papier, hein, effectivement, mais c'est pas un truc hyper standardisé, machin, qui incite la personne fortement, elle signe le truc et il y a écrit qu'elle doit nous envoyer ses vidéos régulièrement, etc., ses retours. Il y a des gens qui sont un peu pudiques, comme tu dis, pour discuter, mais au final, quand tu commences à te faire connaître et que c'est surtout le bouche à oreille qui fonctionne, tu attires un type de client, un type d'athlète qui te ressemble et qui, du coup, n'ont plus cette peur de te dire les choses, etc. Parce que tu as ton client type qui s'est fait tout seul et les gens se ressemblent plus ou moins, du coup, c'est plus facile. Alors, c'est sûr qu'au départ, pour ceux qui vont se lancer, c'est pas forcément simple parce que des fois, vous allez être avec des gens chez qui émotionnellement et d'un point de vue humain, ça va pas forcément passer. Du coup, vous n'allez pas forcément vous entendre et c'est qu'une question de point de vue au final. Mais au fur et à mesure, ça va se lisser tout ça. Bah, je suis assez d'accord, dans la mesure où moi, plus ça va, après, bon, j'ai des profils qui sont un petit peu différents, mais euh, plus ça va et mieux ça se passe. Alors, je ne sais pas si c'est parce que moi, je prends l'expérience ou parce que j'attire des gens qui me conviennent mieux avec le temps, parce que mon message passe, etc. Euh, mais tu vois, par exemple, je sais qu'à une certaine époque, quand il y avait quelqu'un qui ne me répondait pas ou des choses comme ça, j'avais du mal à le gérer. Maintenant, bah, c'est pas que je m'en fiche, mais quelqu'un qui me répond pas, qui m'envoie rien et tout, je vais lui envoyer un message, dire bon, mais salut, comment ça va, j'espère qu'il n'y a pas de souci, etc., etc., tu vois. Et si ça se répercute deux fois, trois fois, quatre fois, ben, je peux pas le faire, je peux pas faire les retours à sa place en fait. Donc je vais faire évoluer son programme un petit peu à l'aveugle. Alors je lui dis, bah écoute, là j'ai fait évoluer, comme j'avais pas de retour, j'ai fait ça à l'aveugle, on verra si ça marche. Mais ça m'arrive de moins en moins parce qu'en fait, j'ai des gens de plus en plus investis globalement et qui me conviennent de mieux en mieux. Et je pense effectivement que ça vient vraiment au travers du discours. Et ça c'est possible que si tu es authentique dans ta communication. C'est-à-dire que si tu as une communication qui ne te convient pas, enfin qui n'est pas la réalité, tu vas avoir des gens qui vont être en décalage avec toi. Si par contre tu as une communication qui est en adéquation avec tes valeurs et avec ce que tu es, je pense que tu limites les chances que ça se passe mal. Après, moi, j'ai 95% des gens, même plus de 95% des gens avec qui ça se passe très bien. Et c'est vrai qu'il y a certains clients, le courant passe un petit peu moins, on va dire. Mais c'est vraiment une très, très, très grosse minorité chez moi, du moins. Bah, je rebondis sur ce que tu dis là. Si, je vais te poser une petite question en lien avec tout ça. Je vais te donner des points clés et tu vas me dire sur ces points, qu'est-ce que tu devrais faire pour améliorer ces points-là. Alors, d'un point de vue relation avec tes clients et relations sociales, qu'est-ce que tu pourrais mettre en place? C'est difficile comme question, hein, actuellement pour améliorer ce que tu fais. D'un point de vue sportif, qu'est-ce que tu devrais mettre en place pour t'améliorer? Et d'un point de vue pro, bon, ça rejoint un peu ça. Qu'est-ce que tu devrais mettre en place? Tu faisais une réflexion là sur toi-même pour améliorer ce que tu fais. Donc, d'un point de vue sportif, d'un point de vue social, on va dire, et d'un point de vue professionnel. Euh, en fait, le truc, c'est que d'un point de vue professionnel et d'un point de vue sportif, ça va pas ensemble. Euh, D'un point de vue sportif, je devrais aménager plus de temps tranquille psychologiquement, plus de temps de repos psychologique à ne rien faire ou à glandouiller, tu vois, pour me débloquer un peu certaines choses. Parce que j'ai la tête trop occupée quand je m'entraîne par d'autres choses et je sens que sur la période actuelle, c'est ce qui me bride un petit peu. Euh, et à l'inverse, sur le pro, pour développer le pro, il faudrait encore plus de rigueur et d'organisation. Donc, du coup, tu vois, ça va pas forcément ensemble. Mais globalement, je pense qu'avec une meilleure organisation pro, ça permet de libérer plus de temps psychologique sur le sportif, tu vois. Euh, et sinon, sur le plan de ma vie sociale, euh, j'ai beaucoup de... Il y a le piège du digital, en fait, et je pense qu'on est tous dans ce piège-là, c'est-à-dire que je suis en interaction avec beaucoup de gens, mais je ne côtoie pas forcément beaucoup de gens. Après, c'est aussi ça le piège de faire des choses à distance, c'est que bah, tu peux être amené dans une journée, tu vois, entre Instagram, entre tes potes, entre tes coachings, entre machin, tu peux être amené à discuter avec 50 personnes différentes sur
sur les différents réseaux sociaux dans la journée et en fait, n'avoir vu que deux personnes dans ta vie réelle. Et peut-être là-dessus, essayer de changer un peu le paradigme. Ça pourrait être pas mal. C'est carrément intéressant ce que tu as dit parce que au final, on est en connexion avec tout le monde, mais on est en connexion réelle avec pas beaucoup de personnes. Les jours où moi je travaille de chez moi, il y en a de plus en plus où je suis tout seul à bosser de chez moi. Ouais, tu vois personne. Euh, tu- tu- Bah, ça arrive, tu vois vraiment personne. Je vois mon chien, quoi. Et Fais pas chier si au moins. ça, tu vois, si ça dure longtemps, je pense que humainement, on n'est pas fait pour ça, tu vois. Les êtres humains sont des Mais êtres sociaux par définition, donc c'est peut-être un peu compliqué. je sais plus qui c'est qui disait ça, mais que les réseaux sociaux, la digitalisation, tout ça, en fait, ça te rapproche des gens qui sont loin, mais ça t'éloigne des gens qui sont proches. Et je trouve Je ça suis clairement très, d'accord avec ça. Ouais. ouais. Et c'est très vrai. Et c'est vrai que c'est une complexité à gérer. Et moi, je sais que après, c'est mon outil de travail aussi, hein, mais j'ai beaucoup trop de temps d'écran et beaucoup trop de temps de téléphone. Des fois, je suis sur mon téléphone, je dis putain, mais j'en peux plus de ce truc. Tu vois? Mais pour autant, bah, je peux pas le lâcher parce que j'ai des trucs à faire dessus, quoi. Et Est-ce que tu as est-ce que tu mis des limites? Tu sais, il y a l'appli qui te limite. ouais, j'ai mis un bloqueur de temps pour Instagram. Instagram, c'est J'ai le mis un pire, je bloqueur. crois, hein. C'est le pire. Ouais. En fait, tu te rends pas compte, mais puis tu parles avec des gens sur Instagram, hop, tu quittes, et ensuite, bah, tu vois un truc. Alors, des fois, c'est intéressant, des fois, non. Et puis tu te laisses happer, en fait, par le feed. Et ça, c'est chiant. Mais après, moi, c'est pour ça que j'essaye au maximum de bosser de mon ordi et pour les retours et tout, d'utiliser le plus possible des outils dispo sur l'ordinateur et le moins possible des outils du téléphone pour pouvoir m'écarter de ça. Et après, je me fixe des règles au niveau des horaires, c'est-à-dire passer telle heure, quoi qu'il arrive, ça peut cramer, je- ça peut cramer, je n'ouvre rien et je réponds à personne, tu vois. Parce que sinon, en fait, tu n'as plus de limites, t'as plus de privé, tu n'as plus de tout ça. Et après, je suis content parce que mes athlètes l'acceptent assez bien, tu vois. Ils arrivent bien à concevoir quand ils m'envoient leur truc, j'ai tant de temps pour leur répondre et c'est pas parce que je suis connecté que je suis connecté pour eux. Ça peut être pour autre chose, tu vois. Ça peut être du privé, ça peut être machin. Et du coup, c'est assez une chance, je pense. Alors, j'ai fait un truc en même temps que je te parlais là, et j'invite tous les auditeurs à le faire en même temps. Allez sur votre téléphone, regardez votre moyenne quotidienne de temps d'écran. Moi, là, je suis à 4h30 sur la semaine dernière. Ça fait quand Ah, même plus de 20% de la journée. C'est beaucoup. C'est énorme. Moi, j'ai un temps limite sur Instagram de une demi-heure. Non, j'ai mis 20 minutes même. J'ai baissé à 20 minutes. C'est mon outil principal de communication avec mes prospects, du moins les gens qui nous demandent des suivis. Et puis, évidemment, je publie tous les jours. Donc, je m'en sers pour ça. Mais pour les messages Instagram, j'ai une autre appli qui me met que les messages. Et comme ça, je ne vais pas sur le feed. Moi, j'essaye de rien regarder sur Insta. Mon collègue Simon, lui, il est dans le délire de regarder des réels de bricolage, des mecs qui mettent du carrelage pendant 15 secondes, là, etc. Tu tombes là-dessus, tu deviens fou parce que c'est hyper addictif. J'essaie vraiment de limiter ça et je vous invite à limiter ça, mais 4h30, c'est quand même juste monstrueux avec les c'est échanges énorme. WhatsApp, etc. C'est énorme, hein. On ne se rend pas Ouais. forcément compte, même si c'est mon outil de travail, c'est beaucoup trop, je pense. Bref, c'est quand même intéressant. Qu'est-ce que tu penses justement du... C'est une question très ouverte que je pose à chaque personne qui est invitée sur le podcast. Qu'est-ce que tu penses du monde actuel et de la direction qu'il prend? Alors, je ne parle pas du coronavirus, des vaccins, etc. Ça, je m'en fous, chacun a son opinion là-dessus. C'est plus une réflexion globale sur tout ce qui nous entoure actuellement ou ces dernières années, du moins, vers quoi on va tendre. Qu'est-ce que tu en penses? Je sais que tu es un grand philosophe, donc qu'est-ce que tu penses de tout ça? Je suis un grand philosophe. Euh, moi, j'ai du mal avec la facilité parce que je suis pas d'un naturel patient en fait, mais je sais que il faut être patient pour certaines choses, tu vois. C'est-à-dire que si tu veux développer le coaching, eh ben, ça va mettre des années. Si tu veux devenir un bon athlète, ça va mettre des années. Si tu veux construire ta maison de tes mains, ça va mettre des années. Et et il y a de plus en plus de besoins d'immédiateté et un besoin vraiment du plaisir immédiat sans le temps et le travail avant. Et ça, c'est quelque chose qui m'embête un peu. Après,
c'est beaucoup lié à la digitalisation, tout ce dont on a parlé. Tu vois, tu parlais des Reels, c'est hyper addictif, tu mets le nez dedans et en fait, ça défile, ça s'enchaîne et tu as perdu ta journée, tu vois. Et ça, bah, c'est des pièges, hein, c'est fait pour qu'on tombe dedans. Et vu qu'ils sont bien conçus, les pièges par des mecs hyper bons, bah, on tombe dedans. Et en fait, bah, ça me donne un plaisir immédiat, mais en fait, c'est un plaisir qui t'avance à rien. Parce que bah, quand tu as regardé des Reels pendant 3 heures, tu dis, tu lèves le nez, tu as dit, mais en fait, j'ai fait quoi pendant 3 heures? J'ai rien fait, j'ai rien avancé, c'est sans intérêt ce que j'ai fait. Et ça, pour moi, c'est un petit piège, c'est un petit truc à éviter. Et c'est vraiment chercher à être productif quand même dans ce que tu fais et pour pouvoir avancer et être conscient que tu n'auras rien de vraiment satisfaisant facilement et tout de suite. Si tu veux un truc vraiment satisfaisant, eh ben, il va falloir du temps pour l'avoir. Tu vois. Je ne parle pas de manger une glace ou un truc comme ça, tu vois, c'est un plaisir immédiat, mais une vraie satisfaction à long terme. Et finalement, bah, en fait, tu deviens à aimer le chemin plus que la finalité, quoi. Et c'est ça le secret, parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est la manière dont tu aboutis à ton truc, tu vois, la manière dont tu as développé ton coaching, la manière dont tu es devenu un athlète, la manière dont tu as construit ta maison. Et pas forcément le fait d'être un athlète ou le fait d'avoir ta maison ou le fait d'être un coach reconnu qui tourne bien financièrement. C'est extrêmement intéressant ce que tu viens de dire. C'est un exemple que je prends souvent. À l'heure où vous écoutez ce podcast, il y en a un qui sera sorti justement au sujet des biens matériels. Tu as appris l'exemple de la maison. Genre, ça fait partie de ma vie, j'ai fait construire ma maison, etc. Quand tu reçois ta maison, quand tu reçois un bien matériel qui est aussi important qu'une maison dans la vie de quelqu'un, mais ça peut être n'importe quoi, hein, ça peut être une paire de chaussures ou une nouvelle barre d'haltéro, peu importe. Au début, tu fais vachement gaffe au truc, tu te dis, ouais, putain, mais les murs, ils sont bien propres, etc. Le mec, il a fait le placo, c'est pas hyper droit. En vrai, au bout d'un mois, tu n'en as plus rien à foutre. Tu t'es Ouais, habitué ouais. aux choses et l'être humain est comme ça de toute façon, donc il faut le savoir. Tu as dit quelque chose qui était super pertinent selon moi. Tu as dit que tu n'étais pas quelqu'un de patient de manière globale, on va dire, mais que tu étais quelqu'un qui aimait le processus. Donc pour moi, ça, c'est ma vision du travail, tu vois, le processus, tout le chemin qui nous amène à réussir ce qu'on entreprend, c'est le travail. Je vais te poser une petite question de réflexion. Je vais te donner une liste de valeurs. Alors, les valeurs, c'est des mots que tu vas définir en fonction de toi, hein, parce que chacun n'a pas la même notion de chaque mot. On va terminer le podcast là-dessus. Je te liste une liste de valeurs. Je ne vais pas toutes les faire. Tu vas m'en regarder trois qui te définissent selon toi, ou du moins qui t'animent. Il y en a Donc, combien? il y en a une petite vingtaine. Je vais les dire doucement. Je Dès qu'il y en note a une qui les, te les parle, tu, trois, tu, tu la les notes. trois qui me conviennent. Ouais, D'accord. les trois. Je te laisse garder que trois. Tu peux en noter plus, après tu feras le tri au pire, mais je vais t'en donner une vingtaine et tu vas faire le jeu d'en garder trois et de me décrire après les trois qu'est-ce qu'elles t'inspirent et qu'est-ce qu'elles éveillent en toi. T'es prêt? Vas-y. Allez, c'est parti. Je te les fais par ordre alphabétique. Ambition, amitié, amour, authenticité, autonomie, combativité, courage, efficacité, équilibre, excellence, exemplarité, famille, fidélité, fraternité, vive la France, gentillesse, humour, indépendance, intelligence, justice, liberté, patience, performance, pouvoir, rigueur, sincérité, succès, tolérance et travail. Ouais, c'est chaud, hein. J'en ai Ah, c'est pas noté. facile, c'est pas facile. Vas-y, j'en ai noté 8, il faut que j'en choisisse 3. Choisis trois dans les huit, celles vraiment qui ressortent, tu vois, dont tu pourrais pas te passer selon toi, qui vraiment t'animent, tu vois. Bah, déjà, je suis obligé de mettre humour, parce que ceux qui me connaissent, ceux qui me connaissent comprendront. Surtout la nullité de mon humour, mais bon. Euh, humour, euh, rigueur, combativité.
Qu'est-ce que ça veut dire pour toi la rigueur? Non, je vais enlever la rigueur et je vais mettre la performance. C'est plus la Ah, ok, performance que ok. la rigueur. Et bah là, qu'est-ce que ça veut dire la performance alors? Bah, la performance, c'est tout. C'est-à-dire que tout est. Enfin, moi, je suis un compétiteur dans tout ce que je fais et tout est une question de. Tout est quantifié et quantifiable, en fait. Et la performance, c'est une grosse. Enfin, moi, je sais que tous mes meilleurs moments dans ma vie ou tout ça, ils sont liés à une performance, tu vois. Ça peut être notamment des performances sportives. Enfin, j'ai certains moments dans ma vie, tu vois, qui sont ancrés, qui sont marqués, qui sont liés à des performances, notamment des performances sportives. Et, et en fait, pour moi, tout est une question de, enfin, tout est une question de performance et d'objectif. Derrière la performance, il y a l'objectif, et en fait, ça regroupe tout le reste. C'est-à-dire que sans rigueur, sans travail, sans tout ça, il n'y a pas de performance. Et pour moi, la performance, en fait, elle regroupe tous les autres trucs. C'est pour ça que j'ai pris performance plutôt que rigueur, parce que pour être performant, ça, c'est ton objectif final d'être performant, mais en fait, c'est tout ce que tu mets en place avant qui, qui, qui est le terreau de la performance. Et c'est pour ça la performance, c'est important pour nous. Et puis, tu vois, Jocelyn, par exemple, te dira, pendant longtemps, on faisait notre truc, c'était l'overhead squat, tu vois, c'est une petite anecdote. Il y avait un record à la boxe avec le nom, et en fait, on passait notre temps à se battre l'un l'autre sur ce mouvement-là. C'était le seul mouvement où on était à peu près comparable, parce qu'on ne faisait pas tout à fait la même chose, mais c'était le seul mouvement où on pouvait se comparer, et on était toujours dans la recherche de la performance dessus, tu vois, et de l'amélioration, de l'amélioration. Et derrière la performance, tu as la concurrence, bah, pour moi, il y a l'amitié, parce que bah, dans les performances, les bons moments, c'était pas que des trucs en individuel, c'était aussi des trucs en équipe. Et du coup, bah, tu as l'amitié qui va avec et tu as tout un tas de choses. Et ouais, performance. C'est super cool. Tu es le seul à m'avoir relié les valeurs en une seule. Donc, c'est vraiment intéressant. Je comprends bien ce que tu veux dire. Et cette recherche de la performance, elle te construit en fait. Complet. Et la dernière, bah, combativité. Donc, humour, performance, combativité. Parce Ça, que ça, ça, bah, ça, ça te décrit quoi. ouais, la combativité, puis l'abnégation. Faut être Parce qu'en fait, tu sais, tu as toujours la phrase à la con, ce qui compte, c'est pas le nombre de fois où tu tombes, c'est le nombre de fois où tu te relèves, tu vois. C'est de la phrase débile toute faite, mais c'est quand même ça la réalité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu n'as rien. Si tu abandonnes, en fait, il se passe, à partir du moment où tu abandonnes, derrière, il se passe plus rien. Donc, et puis, tu peux avoir été combatif 12 millions de fois si tu veux, à la fois de plus, à la 12 millions et un, où tu n'es pas combatif, et ben, tu as perdu. Et c'est ça qui est important, je pense, d'être combatif pour toujours se relever, toujours s'améliorer, toujours continuer malgré les différents aléas, quoi. Le jour où tu t'arrêtes, le jour où tu abandonnes, bah, tout est fini. C'est une belle phrase pour conclure, je pense. Clément, merci beaucoup de ta présence pour le podcast. J'espère que quand vous l'écouterez, ça vous reboostera, vous remotivera si vous êtes dans une période où vous êtes peut-être un peu moins motivé ou que vous posez des questions sur pourquoi vous faites les choses. N'oubliez pas que tout est une question de réflexion autour de ce pourquoi vous faites les choses et tout ça, c'est du travail. C'est de l'abnégation, encore une fois, de la rigueur pour arriver à la performance ou du moins arriver à faire ce qu'on aime. C'est ça qui est le plus important, selon moi, de s'épanouir dans ce qu'on fait. Et Clément en est un excellent exemple. Clément, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Bah, sur mon Instagram, essentiellement, tu le mets en description, je pense, mais c'est CLTGD1. Alors, le 1, c'est le chiffre. En fait, c'est les consonnes de Clément Goudin. Bah, sur Instagram, vous m'envoyez un message si jamais vous êtes intéressé par du coaching ou alors même si vous voulez échanger sur l'entraînement, discuter de ce que vous voulez, c'est avec plaisir. Je réponds à tout le monde, il n'y a pas de souci. Et puis bah, merci à toi Thomas de m'avoir invité, de m'avoir donné la parole. Ça faisait longtemps que je n'avais pas Merci, fait un on a. podcast Ouais, et je pense celui-là, il y a il du, va il y être a, il y a du, intéressant. il y a du contenu, il y a plus d'une heure et demie là, de podcast, donc vous allez vous régaler, j'espère du moins. Enfin, il n'y a pas de raison parce que encore une fois, c'est une discussion qui n'est pas forcée. Et quand on a des valeurs communes, parce que dans ce que tu as dit, on a des valeurs communes,
on se comprend mieux et je pense que la plupart des gens qui nous suivent sont un peu dans ce délire-là, dans ce mood-là, d'essayer de s'améliorer pour améliorer les choses au final pour tout le monde et se tirer vers le haut ensemble. Clément, merci beaucoup. J'espère que tu as passé un bon moment. À tous les auditeurs, merci encore d'avoir écouté le podcast. N'oubliez pas de le noter. Vous pouvez le noter sur toutes les plateformes de streaming, sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcast. Mettez 5 étoiles, ça nous aide vraiment au référencement et ça va me permettre d'inviter encore plus de gens intéressants et pertinents pour échanger avec vous autour de ces sujets qui regroupent le corps et l'esprit. Donc, merci encore une fois à Clément de sa présence et on se dit tous à très bientôt. Salut tout le monde.